accéléré. Donc, bienvenue à vous aujourd'hui qui suivez notre 11e édition, en fait, du Book Club. Incroyable. 11e édition déjà, ça passe vite, hein? C'est incroyable. Donc, merci beaucoup à toi qui suis présentement, soit en live ou en différé. On a aujourd'hui une belle brochette de panélistes qui vont nous raconter le dernier livre, donc L'obstacle et le chemin, qui est le livre qu'on va vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez, exactement juste ici. Donc, L'obstacle et le chemin, c'est l'art éternel, dans le fond, de transformer les épreuves en victoire. L'auteur Ryan Holiday, en fait, il va nous apprendre ce que tu vas apprendre aujourd'hui, en fait, c'est vraiment comment surmonter les échecs, comment tirer, dans le fond, profit de ces obstacles-là, comment réagir face à ces défis-là, en fait, qui sont constamment, dans le fond, sur ton chemin. Donc, on va apprendre, en fait, à naviguer et jongler avec l'adversité pour réussir. Un petit mot comme ça, en fait, le prochain Book Club, on le présente toujours au début, ça va avoir lieu le 30 avril 2023, évidemment. Donc, de 14 h à 16 h, ça va être sur le livre L'Olympien au bureau de Jean-François Ménard. C'est un livre, en fait, c'est rare qu'on a des livres des Québécois, mais c'est un auteur québécois, donc ça va être super. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Juliana Dos, que vous connaissez sans doute déjà. Juliana, nutritionniste, fondatrice du Book Club Succès Bonheur et aussi fondatrice du Club NutriChoix. Donc, Juliana, tu te joins à nous. Merci d'être présente. Merci pour cette 11e édition. On va vous en mettre plein la vue. Oui, merci Sam. Bienvenue tout le monde. Et oui, alors j'en souhaite pour vous souhaiter la bonne année, hein, parce qu'on est encore au mois de janvier, hein, donc il faut se souhaiter une bonne et heureuse année. Et je suis super contente parce qu'on est déjà à la 11e, j'en reviens pas, 11e édition de ce book club qu'on fait tous les 4 mois et dont l'objectif est de vous donner la piqûre de la lecture. Donc, c'est un book club et aujourd'hui, j'en profite pour souhaiter d'ailleurs la bienvenue à nos panélistes d'aujourd'hui, hein. Donc, on a Aurore Mokeshimana, on a Stevia Janis, Bertrand Desfaux, Samuel Baudry, Fanta Larissanian et moi-même. Donc, comme je le disais, pourquoi ce book club? Donc, c'est pour vous donner la piqûre de la lecture. Mais pourquoi vous donner la piqûre de la lecture? C'est parce que nous tous ici aujourd'hui, nous sommes des passionnés de lecture. Et pourquoi sommes-nous des passionnés de lecture? Parce qu'on a vu, on a constaté les avantages que ça apporte dans nos vies, que ce soit en matière de santé, de relations, d'activités professionnelles, de réussite en affaires. C'est la lecture peut vous amener un peu plus loin et peut vous aider à avoir d'autres résultats dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on veut partager et vous encourager à apprendre comme nous et devenir d'éternels étudiants finalement. Voilà. Alors, le livre aujourd'hui, L'obstacle et le chemin. Donc, c'est un livre fantastique que Bertrand nous a suggéré. Merci encore, Bertrand. Vraiment, j'ai été étonnée, agréablement surprise parce que je n'en avais jamais entendu parler, mais j'ai trouvé ça fascinant et ça m'a beaucoup aidé durant la période dans laquelle je l'ai lu, hein, et de multiples façons. Je dirais, je raconterai pas tout ici là, mais vraiment trois des choses que j'ai retenues de ce livre, en fait, les pépites. Les pépites, il y en a eu beaucoup, mais les 3 pépites que j'ai retenues, c'est que ça m'a permis de relativiser les événements, hein, quand quelque chose arrive, de voir ça tel que c'est, sans état d'âme, sans émotion. Donc, apprendre à relativiser, à maîtriser ma perception des choses et puis à mieux gérer ma réaction. Et la deuxième, c'était d'apprendre à contourner les obstacles de différentes façons. Contourner, surmonter, vraiment trouver en chaque obstacle une opportunité et le faire de façon systématique et continuer à avancer malgré tout avec détermination. Ça, c'était ma deuxième pépite. Et la troisième, et non la moindre, hein, c'était vraiment par rapport à mon entreprise Club NutriChoix. J'ai appris dans ce livre la différence entre la
persistance et la persévérance. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je pense, dans ma tête, je pense que c'était ces deux mots-là sont des synonymes, mais non, j'ai appris la différence entre la persistance et la persévérance. Et ça m'a permis de clarifier d'ailleurs les programmes que j'offre dans mon entreprise Club NutriChoix. Donc, le Nutri-Défi, c'est la persistance et le Synergie, c'est la persévérance. Donc, je vous expliquerai ça un peu plus loin dans ma partie. Mais sans plus tarder, on va commencer avec nos deux panélistes. Hein. Donc, nos deux premières panélistes qui vont nous parler de la partie 1 du livre qui s'intitule c'est quoi? Percevoir. Percevoir. Mais avant ça, elles vont d'abord nous résumer l'introduction du livre. Donc, les deux premières panélistes, c'est Aurore, qui est diplômée de Concordia et qui est amoureuse du développement personnel, et Stevia Janice, qui est une MC, une maîtresse de cérémonie, hors pair d'ailleurs. Hein, et puis, depuis peu, je crois, Stevia, tu es gérante d'une salle d'événements à Montréal. Donc, tu vas être dans ton élément, c'est certain. Et tu es aussi animatrice de la chaîne YouTube Stevia. On en parle. Donc, sans plus tarder, à vous la parole, Aurore et Stevia. Merci beaucoup, Juliana. Merci beaucoup tout le monde d'être là. C'est vraiment un plaisir, encore un privilège de partager ce chemin avec vous. Donc, nous allons commencer. La manière dont nous allons approcher notre partie, ce sera un peu interactive, plus ou moins. Donc, je vais faire une partie et Stevia va suivre et puis on va pouvoir continuer. Avant de commencer, j'aimerais aussi donc partager que ce livre m'a vraiment beaucoup aidé, surtout à éviter de surréagir ou overreact avec différentes situations, que ce soit dans ma vie personnelle ou bien dans ma vie professionnelle. Donc, ça m'a vraiment permis de mettre mes pieds à terre par rapport à ce que j'étais avant. Donc, je vous le recommande de le lire tous. Parfait. Donc, nous allons commencer par une petite introduction. Donc, de mon côté, je vais vraiment vous donner une introduction basée sur le livre. Je vais éviter d'y inclure ma vie personnelle pour que tout le monde qui aura l'occasion de visionner la vidéo plus tard puisse aussi en tirer quelque chose de profitable. Donc, ici, grâce à ce livre qui est encore intitulé « L'obstacle et le chemin », l'auteur nous montre comment transformer tous les obstacles en opportunités. Il nous fait découvrir les secrets pour triompher et de toujours aller de l'avant. Ce livre nous montre la bonne manière d'envisager des difficultés, l'importance de l'action et de la persévérance, et enfin, les leçons à tirer de la philosophie stoïcienne et des expériences des grands hommes et femmes de ce monde. La première question que le livre pose va comme ci. Et s'il y avait certains avantages ancrés ou inhérents à ce problème, des bénédictions dont vous pourriez en tirer parti, que feriez-vous? Nous sommes souvent paralysés par les obstacles qui apparaissent devant nous. Nous accusons la société ou bien nous nous trouvons trop ou pas assez. Les obstacles sont comme des ennemis invisibles qui nous bloquent, qui nous frustrent, provoquant la peur et la colère. Mais si nous pouvions changer notre approche des obstacles, que ferions-nous? On ne compte plus des exemples qui nous expliquent comment réussir, mais personne ne nous a jamais appris à surmonter l'échec, à appréhender les obstacles, à y faire face et à triompher. Pourtant, certains semblent pouvoir renverser tous les obstacles. Comment le font-ils? Comment les générations précédentes ont pu faire face à des problèmes bien pires que les nôtres? Nous avons vu les grandes figures de l'histoire qui ont appris à transformer le négatif en positif et à se servir des obstacles comme si c'était un carburant pour leurs ambitions. Les stoïciens avaient la capacité de percevoir les obstacles tels qu'ils étaient réellement, l'ingéniosité de les gérer et la volonté de se confronter à un univers qui dépassait leur entendement et leur maîtrise. Ce livre, L'obstacle et le chemin, rassemble les enseignements de la philosophie ancienne et les principes du stoïcisme pour vous aider à surmonter les obstacles et à les transformer en avantage. L'idée n'est pas de nier la réalité ou de se dire que ce n'est pas si grave,
mais de voir comment en tirer quelque chose de bien. La réalité est qu'il y a toujours des obstacles sur notre route, mais pourtant, ce sont ces obstacles à nos objectifs qui nous montrent le chemin à emprunter. L'existence est parsemée d'obstacles physiques, mentaux, sociaux, émotionnels qui risquent constamment de nous barrer la route. Ces difficultés vont nous inspirer la frustration, la colère, l'angoisse et autant de réactions peu constructives. Donc, il y a une quotation de Benjamin Franklin qui dit que les choses qui font mal sont instructives. Et c'est sûr que vous allez pouvoir voir le pourquoi dans ce livre. Donc, les obstacles d'aujourd'hui, que ce soit les frustrations diverses ou plusieurs autres, les chaos, sont différents de ceux d'hier, ça c'est à 100% sûr, et des générations précédentes. Eux, ils ont connu des guerres, des épidémies et bien d'autres plus mortelles. Le conseil que le livre donne, c'est qu'au lieu de s'en prendre à notre environnement ou à soi-même, de plutôt emprunter un nouvel état d'esprit. Il y a aussi notre question donc, de comment ou notre suggestion de comment on peut passer au travers. Donc, le livre propose 3 étapes essentielles. La première, c'est la perception, ce qui est la façon dont nous abordons nos problèmes. Deuxième étape, l'action, ce qui est l'énergie et la créativité pour transformer les problèmes en opportunités. Et la troisième étape, comment gérer l'échec et la difficulté. Le processus est simple et ça commence par accepter nos problèmes. Il a été expliqué de nombreuses fois dans l'histoire et ce sera décrit au travers plusieurs exemples de ces livres. Tout au long de l'histoire, les hommes et les femmes d'envergure ont eu à affronter des terribles épreuves et en sont sortis grandis. Leur secret est de ne pas se laisser paralyser par les difficultés, mais plutôt d'en faire une force. Sans plus tarder, nous allons avoir Stevia qui va nous introduire la première partie percevoir. À toi, Stevia. Merci beaucoup, Aurore, pour cette belle introduction. Alors, dans cette première partie, dont le titre est Percevoir, il y a des sous-titres qui vont aborder la discipline, la perception. Reconnaissez votre pouvoir, gardez votre sang-froid, gérez vos émotions, développez votre objectivité, modifiez votre point de vue. Est-ce que cela dépend de vous? Profitez de l'instant, pensez autrement, trouvez la bonne occasion et préparez-vous pour agir. Et dans cela, moi et ma collègue Aura, nous allons aborder différents thèmes de manière interactive afin de vous garder éveillés et attentifs à ce que l'on va vous dire. Donc, sans plus tarder, je commence. La perception. Qu'est-ce que c'est la perception? On a tous une façon de voir la perception. Percevoir, il y a une bonne perception, une mauvaise perception. La perception peut être une force comme peut être une faiblesse. Tout dépend de comment vous abordez la perception. Et dans ce livre, on décrit la bonne perception comme étant celle qui consiste à voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans impliquer vos émotions, sans tomber sous la peur ou sur des idées reçues que peut vous créer la situation dont vous faire face. Il suffit juste de se concentrer sur ce qu'est la vérité, dans les choses telles qu'elles sont. La discipline de la perception. Pour avoir une bonne perception, il faut être discipliné. Ça demande un travail au quotidien de tous les jours. Par exemple, si vous faites face à une difficulté, comme on a eu pendant COVID-19, toutes nos perceptions ont été dérangées, étaient manipulées, étaient transformées par notre environnement ou ce qu'on pouvait voir à la télévision, etc. Dans ce cas-là, si cela nous arrive encore, l'auteur nous dit de ne pas céder à la panique, de ne pas être craintif, de ne pas avoir peur. Lorsque le monde panique, il faut que nous restons disciplinés, concentrés sur ce qu'on peut contrôler. C'est tout à fait normal que pendant les paniques, notre cerveau puisse pouvoir agir parce que notre cerveau veut nous protéger. Notre cerveau a la capacité de repérer les menaces, mais parfois, il peut jouer en notre défaveur.
Donc, il faut vraiment concentrer ses efforts, concentrer son cerveau à se focaliser sur ce qui est contrôlable. Ne jamais céder à la panique, ne jamais céder à nos émotions. Il faut toujours voir le bon côté du problème. Ça demande une autodiscipline. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas inné, c'est un travail que l'on doit faire au quotidien. Une logique que l'on doit adopter au quotidien pour ne pas tomber dans la panique. Reconnaissez votre pouvoir. Dans cette perception-là, nous avons le pouvoir, nous avons notre pouvoir. Et Florent Pagny disait, vous n'aurez pas ma liberté de penser. La liberté de penser, c'est ce que nous possédons quand toute chose nous est enlevée. Par exemple, le boxeur Rubin Carter ou Nelson Mandela ou encore Malcolm X ont été emprisonnés. On les a privés de leur liberté. À raison ou à tort, ils ont été dépourvus de tout ce qu'ils pouvaient posséder ou avoir. Et ils se sont rendus compte que la seule chose qu'ils pouvaient avoir était leur façon de penser, leur façon de percevoir. Ils avaient le contrôle sur ce qu'ils pouvaient imaginer ou voir des événements et enfin ne pas laisser tous ces événements-là leur atteindre. Et c'est très important. Quand on vit une situation critique, c'est de pouvoir savoir que nous avons le contrôle sur ce qu'on peut penser de cette situation-là et faire en sorte que ces événements-là ne nous atteignent pas. Nous avons la liberté de penser, notre liberté d'esprit, notre liberté d'avoir des opinions positives sur une situation dont les autres peuvent juger cela négatif. William Shakespeare disait, il y a de bien ou de mal selon l'opinion que l'on a. C'est vous qui accordez l'opinion à ce que vous voyez, à ce que vous sentez, à ce que vous entendez. Si vous dites que c'est mal, ça sera forcément mal. Si vous dites que c'est bien, ça sera forcément bien. Donc, prenez votre contrôle, prenez votre pouvoir à qualifier les choses selon bonnes ou mauvaises. C'est votre décision. Gardez votre sang-froid. Les événements qui surviennent dans nos activités quotidiennes peuvent nous faire trembler, peuvent nous amener à justement à perdre notre sang-froid. Nous sommes humains, c'est tout à fait normal. Mais le grand défi ici, c'est de pouvoir garder notre sang-froid. L'auteur dit, conserver son sang-froid comporte deux volets. C'est un défi, celui de refuser de céder à la panique, de ne pas être intimidé, mais également d'accepter la réalité et le fait que nous soyons mis à rude épreuve. Il y a quelqu'un, dit-il, qui veut nous pousser à faire des décisions sans réfléchir, à tomber sur la panique, à laisser tomber notre contrôle et à pouvoir s'emporter selon les événements, que les événements puissent nous contrôler. Mais endurcissez-vous. Éliminez les éléments négatifs. Refusez de céder à la panique. Quel que soit le danger réel, il faut avoir le mépris et le contrôle. Le mépris veut dire à cette situation-là, tu ne me contrôleras pas. Oui, tu existes, tu es bel et bien là, mais c'est moi qui décide de voir comment tu es, tel que tu es, d'accepter qui tu es. Mais en toute chose, nous savons que peu importe les situations qui nous entourent, il y a toujours un chemin qui se crée pour ceux qui sont persévérants. Donc, je laisse la place à Aurore qui va continuer les sous-titres et cela dépend de vous. À toi, Aurore. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer. Donc, ici, Stevia vient nous partager les raisons pour lesquelles nous devons garder notre sang-froid. Avant de commencer par la gestion de nos émotions, je vais vous lire un petit extrait, une petite cotation que j'ai vraiment adorée de ce livre. Donc, ça vient de Publius Cyrus. Ça dit, tu cherches à acquérir un vaste empire et de l'empire sur toi-même.
Donc, je pense que ça dit tout, mais on va continuer. Donc, afin de garder le sang-froid, nous devons apprendre à gérer nos émotions. L'auteur donne l'exemple des astronautes qui ont l'habitude de ne jamais paniquer car leur vie dépend de leur gestion de leurs émotions. Donc ici, pour les astronautes, c'est-à-dire que même une petite seconde de panique signifie la mort pour eux. Donc, ils ont intérêt vraiment à savoir gérer leurs émotions. Les obstacles dans la vie vont nous rendre émotifs, mais c'est la seule façon de survivre ou de les vaincre et de garder le contrôle sur nos émotions. Les émotions peuvent être fortes, mais ça ne peut jamais résoudre nos problèmes. Elles peuvent même nous mener à empêcher de distinguer la source du problème et de le résoudre. Il y a cependant une différence entre se couper de ses émotions et les accepter tout en refusant de leur laisser le contrôle. On peut se poser la question disant, ce qui vient d'arriver est-il réellement catastrophique? Êtes-vous sûr de ne jamais pouvoir vous en relever? Posez-vous la question encore, ai-je besoin de flipper pour ça? Entraînez-vous à garder votre self-control. En gardant le self-control, ça va nous aider aussi à développer notre objectivité. Donc, l'auteur dit souvent, nous ne sommes pas assez observateurs. Nous croyons percevoir quelque chose de bien différent que la réalité objective. Nous pouvons facilement être objectifs en donnant conseil à quelqu'un, mais quand il s'agit de nous, la subjectivité prend le dessus. Il est possible de s'entraîner à voir les choses telles qu'elles sont, en imaginant que le problème arrive à quelqu'un d'autre, en décrivant un objet ou une situation par ce qu'il est et non par ce qu'il représente, car l'objectivité est comme un muscle, c'est-à-dire tel que tu vas développer tes muscles au gym, la même manière que tu peux apprendre à développer ton objectivité, ça se développe vraiment qu'en la pratiquant. L'objectivité aussi signifie à retirer le mot « moi », la part subjective de l'équation. Le prochain sujet nous suggère de modifier notre point de vue. Nous avons toujours tendance à imaginer le pire d'une situation, le point de vue le plus handicapant. Mais nous pouvons choisir notre point de vue. Au lieu d'adopter un point de vue qui donne du corps au problème, nous pouvons adopter un point de vue qui ouvre les perspectives, un point de vue qui est focalisé sur l'action. La manière dont nous interprétons les événements détermine nos réactions et nos actions. L'exemple ici qui est donné est de George Clooney, qui avait raté beaucoup d'auditions au début de sa carrière. Il ne comprenait pas pourquoi son talent n'était pas reconnu. En décalant son point de vue du moi vers celui des producteurs, il est passé à un point de vue égoïste, à un point de vue plus large. En se mettant à leur place, c'est-à-dire les producteurs, en comprenant leurs souhaits, il s'est mis à incarner l'acteur qu'il recherchait et sa carrière a fini par décoller. La façon dont nous interprétons les événements dans notre vie, notre point de vue, dessine le cadre de nos réponses. Donc ici, pour continuer, nous allons continuer par une question qui demande si est-ce que cela dépend de vous? Donc, je redonne la parole à Stevia. Merci, Aurore. Est-ce que cela dépend de vous? Bonne question. Il y a des choses que l'on contrôle et des choses que l'on ne contrôle pas. Et parfois, l'être humain a tendance à se tromper, à vouloir contrôler des choses dont il ne peut même pas contrôler une partie, ne serait-ce qu'une toute petite partie. Les personnes qui comprennent souvent qu'ils ne contrôlent pas des choses font souvent cette prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, le courage de changer les choses qu'on peut et la sagesse d'en connaître la différence. Et c'est important de prendre en compte qu'il y a une différence
entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas. Maintenant, qu'est-ce qui dépend de nous? Nos émotions, nos points de vue, notre comportement, nos décisions, nos désirs. Tout cela dépend de nous. Mais dans d'autres circonstances, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Si quelqu'un copie notre projet, cela ne dépend pas de nous. Mais nous avons la décision de se battre pour essayer de le dépasser. Profiter de l'instant. Qu'est-ce que c'est profiter de l'instant? Il y a un passage dans la Bible qui dit « À chaque jour suffit sa peine ». Ça veut dire quoi? Arrêtez de vous inquiéter pour des choses dont vous n'avez pas le contrôle qui est dans quelques jours, mais prenez chaque crise à son jour. Plutôt que de s'inquiéter, il faut se concentrer sur ce qu'on peut contrôler dans la journée même. Par exemple, les animaux, eux, ils vivent toujours dans le jour présent. Ils ne s'inquiètent jamais du lendemain. Donc, l'auteur nous pousse à toujours profiter de l'instant, à se concentrer sur ce qui est devant nous à l'instant présent et à ignorer ce qu'il représente ou signifie et arrêter de dire « Pourquoi cela m'arrive à moi? Pourquoi moi ?» Arrêtez de passer toute la journée à réfléchir, à expliquer pourquoi moi, pourquoi cela arrive à moi, et vivons dans l'instant présent. Pensez autrement. Steve Jobs est l'incarnation de cette phrase. Pensez autrement. Il dit que la perception détermine ce que nous sommes capables ou incapables. Steve Jobs poussait toujours ses employés à réfléchir et à penser autrement et à rendre tout ce qui est impossible à possible. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons prendre l'exemple de Steve Jobs. Changer notre perception nous permet de voir l'impossibilité en possibilité, à dépasser nos limites. Et nous pouvons vraiment le faire en pensant autrement. Si tout le monde dit c'est impossible, c'est vraiment pas possible. Arrêtez de croire à ça. Si on change notre façon de voir, on va se dire c'est possible. Et souvent, c'est lorsqu'on croit qu'on n'a rien à perdre que là, vraiment, toute la créativité se met en place. Donc, souvent, la solution à ça, c'est de dire, je dois me lancer, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien. Lève-toi, lance-toi, agis, fais-le, tu es capable. Prenons toujours le chemin inverse de ce que les autres prennent. Si on se limite à accepter ce que la société veut nous voir, on sera limité à accomplir ce qu'on doit accomplir. Il faut penser autrement. À toi, Aurore. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer par trouver la bonne occasion. Au fait, c'est que ce titre m'interpelle beaucoup parce que ça parle de la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait partie de l'histoire que la plupart de nous apprenons à l'école. Donc ici, ça nous parle qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont obtenu des victoires rapides et faciles avec la stratégie du Blitzkrieg. Donc, ça parle de concentrer un maximum de force pour écraser et démoraliser l'ennemi. Donc, on peut démoraliser l'ennemi juste par les apparences ou par la surface, sans vraiment que l'ennemi puisse voir ce que tu caches derrière. Et après le débarquement, ils ont lancé de nombreuses contre-attaques sur le même modèle. Mais Eisenhower et les Alliés ont alors trouvé la faille dans cette stratégie. Laisser avancer les Allemands pour mieux les encercler. Les encercler comment? Par l'arrière, parce que leur arrière était laissé ouvert. Chaque obstacle recèle une opportunité. On peut se dire que la tournure de choses nous empêche de voir les choses, mais si on prend le temps de réfléchir, on va toujours trouver une solution. La personne qui l'a bien dit, c'était Laura Ingalls Wilder. Il a dit qu'il y a du bien dans toutes choses si nous nous donnons la peine de les chercher. Nous pouvons voir les obstacles comme la chance de pouvoir essayer plusieurs tactiques, de progresser, de compléter nos compétences. Que notre obstacle soit mauvais patron ou un concurrent ou une blessure,
Il a le pouvoir de nous renforcer si nous nous donnons la peine de voir le cadeau à l'intérieur. Et avant de finir cette première partie, on nous interpelle aussi de nous préparer à agir, car le pire n'est jamais un événement isolé. Le pire est de perdre son sang-froid en plus de l'événement, d'où l'importance d'une perception objective de la situation. Une fois que vous voyez le monde tel qu'il est, pour ce qu'il est, vous devez passer à l'action. L'action est l'étape qui suit la perception, l'audace de s'attaquer à l'obstacle. C'est la fin de la première partie, la perception. Merci. Merci Aurore et Stevia. Waouh, waouh, waouh. J'adore cette formule-là d'interactivité. Là. Vous avez vraiment bien fait ça. Et ce que j'ai retenu, là, il y a eu tellement de choses, tellement de pépites d'or dans cette partie, mais une des choses aussi qui m'avait frappée, c'est que voyez le cadeau dans chaque obstacle. Ça, c'est vraiment une façon révolutionnaire ou une façon différente de penser parce que la plupart d'entre nous, on n'aime pas les obstacles, hein, on n'aime pas les obstacles, on n'aime pas les épreuves et puis on se laisse hein, abattre. Mais si on voit, on apprend vraiment cette discipline, comme dit Stevia, de voir l'obstacle comme un cadeau et d'avoir la discipline de la perception, ben, on peut vraiment avancer tranquillement dans notre vie vers nos objectifs sans trop de mal. Là. Donc, merci beaucoup. Hein, vraiment, j'apprécie le temps que vous avez pris à préparer et puis à nous partager avec nous ce que vous avez retenu de la première partie du livre qui s'appelle Percevoir. Donc, on va maintenant passer à nos deux prochains panélistes là, qui vont nous parler donc la partie 2, Agir. Hein. Donc, c'est Bertrand et Sam. Alors, Bertrand Desfaux, hein, Master Coach certifié, consultant en éducation et fondateur d'Éducation Consulting. Et aussi Samuel Baudry, hein, qui est coach et voyageur de la vie et auteur et co-auteur, donc beaucoup plus encore. Mais vraiment, Bertrand et Sam, je suis contente de vous avoir ici avec nous. Alors, je vous laisse la parole pour la partie Agir. On passe à l'action. All right. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts et Oui. prêtes? Yes, on est prêts. On y va. Merci beaucoup, Aurore. Merci beaucoup, Stevia. C'était vraiment super au niveau de la perception. Donc, Bertrand, il va être avec moi. On va être les deux. En fait, on va passer à l'action aujourd'hui. On va vous inspirer par rapport à, dans le fond, ce qu'on a lu dans le livre. Et aussi, on va amener notre petite touche personnelle, comme habituellement. Donc, ça va être encore une fois interaction. Là, Bertrand, il va embarquer. Après ça, moi, on va interagir au fil du temps. J'aimerais commencer, en fait, la partie action, la partie agir, en fait, du livre, par juste porter notre attention, en fait, qu'on soit vraiment conscient. Il y a une raison pour qu'on est ici présent aujourd'hui. C'est il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui a décidé de prendre action. OK? Des fois, on a des personnes de projet, on a des personnes qui aiment entreprendre. Puis, il y a quelqu'un qui a décidé de prendre action et d'avoir cette initiative-là, en fait, de rassembler des gens pour, à chaque trimestre, à chaque… non, c'est pas à chaque… C'est 3 fois par année. Oui, 3 fois par année. Ça passe tellement vite, le temps, c'est incroyable. Donc, qui a eu l'idée, en fait, de rassembler ces personnes-là pour qu'on partage ensemble, en fait, nos lectures. On pourrait si bien, en fait, lire nos livres dans notre coin, chacun de notre côté, mais elle a eu l'idée, en fait, de nous rassembler. Donc, il y a une raison pour qu'on est là, partager ce moment-là avec toi qui suis présentement et ensemble en tant que panéliste. Donc, c'est on pourrait dire tout ce qu'on voit autour de nous. Regardez présentement, là, autour de vous. Faites juste retourner la tête et regardez qu'est-ce qui se passe. Moi, je vois un parc juste ici, là, à l'extérieur. OK? Mais tout ce qui se passe autour de toi présentement, c'est quelqu'un qui avait une idée, qui a décidé, dans le fond, de la pousser jusqu'à la concrétisation. Pour faire ça, en fait, il a fallu qu'elle pose un geste, qu'elle passe à l'action. Trop souvent, on ne va pas jusque-là. Trop souvent, les idées qu'on a restent des idées.
Il y a plusieurs raisons pour ça. On va y revenir. Il y a plusieurs raisons pourquoi on n'arrive pas justement à concrétiser nos idées. Donc, c'est juste un petit exercice que j'aimerais faire avec vous. C'est faites juste imaginer un problème que vous vivez en ce moment. S'il vous plaît, prenez pas un trop gros problème, un problème moyen. Prenez un problème que vous vivez ou vous expérimentez en ce moment. C'est un obstacle, en fait, qui vous empêche de progresser sur un objectif, qui vous empêche, en fait, d'avancer vers un rêve, peut-être. Puis, imaginez-vous avoir ce même problème-là dans 5 ans. Il n'y a rien qui a changé. Peut-être même que c'est rendu pire. Imaginez-vous ça. Okay? Vous avez un problème présentement, puis dans 5 ans, non seulement c'est le même problème, mais il a empiré parce que vous n'avez rien fait. Donc, pensez à ça. Faites juste mettre en perspective. Aujourd'hui, vous avez une décision à prendre. Est-ce que vous allez vivre avec ce problème-là pour les 5 prochaines années? Vous avez une décision. Si vous prenez la décision et que vous agissez aujourd'hui, vous avez la possibilité que, avant même 5 ans, mais dans 5 ans, on se donne rendez-vous et vous dites, j'ai pris la décision de poser un geste, poser une action pour régler ce problème-là. Donc, pensez à ça, c'est vraiment puissant. En fait, ça fait partie aussi de la perspective, mais quand on voit un problème, en fait, sortez-vous du problème, puis regardez-vous observez-vous en train de vivre ce problème-là. Hier, il y a mon fils qui est juste ici. Il a amené un livre de sa bibliothèque à l'école cette semaine. Puis hier, je regardais son livre, puis c'était sur le soleil. Puis ça expliquait en fait les galaxies. Ça expliquait les galaxies, les univers et tout ça. Puis je voyais ça, puis ça fait longtemps que je n'ai pas étudié cette matière-là. Puis quand je voyais ça, j'ai pensé justement aux problèmes qu'on vit quotidiennement. Puis je me suis dit, c'est incroyable. Imaginez-vous de sortir en fait de la planète. Vous sortez là, vous zoomez tellement out que vous ne faites plus partie du problème. Le problème, ce n'est plus dans votre vie. Le problème, il est là et vous le regardez. Faites juste penser à ça, en fait, à quel point on est un petit grain de sel dans la terre. Puis, si on décide justement de prendre action différemment, avec une perception différente, bien, ça fait en sorte qu'on peut améliorer notre sort, on peut améliorer en fait nos conditions en tant qu'être humain. Pas juste la nôtre, pour notre famille, pour notre communauté, pour le monde au complet. Donc ça, c'est super. Il y a une citation que j'adore vraiment. C'est de Nelson Mandela. Nelson Mandela, il dit « Il n'y a pas de passion à jouer petit en se contentant d'une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. » Donc, il n'y a pas de passion à jouer petit en se contentant d'une vie inférieure à celle que vous êtes capable de vivre. Stevia nous a mentionné un peu à propos de Nelson Mandela un peu plus tôt. Il a passé 27 ans en prison. Il aurait pu jeter l'éponge, il aurait pu en fait juste give up. Il aurait pu perdre espoir. Au contraire, il a décidé qu'il avait le pouvoir en lui de continuer à poser des actions alors que ses libertés, en fait, sa liberté physique avait été brimée, elle avait été volée. Et il a continué d'éduquer ses collègues en prison et de les inspirer pour, en fait, de s'assurer, dans le fond, qu'il n'y ait pas une attitude de victime, mais de leader, pour garder le moral avec ses collègues en prison, pour que l'atmosphère soit différente. Donc, il a choisi, en fait, avec son attitude, il a choisi de continuer à porter action. Et avant même d'être libéré, en 1990, il a négocié, en fait. Il a négocié avec le président à ce moment-là, le gouvernement. Et il aurait pu ne pas avoir ce pouvoir-là et tout ça, mais
toutes ces 27 années-là ont servi à se rendre jusqu'à cette étape-là, dans le fond, pour enfin, non libérer lui-même, mais libérer sa nation et aussi se battre, en fait, pour les droits humains à travers le monde. Donc, il a beaucoup, en fait, contribué pour tous les droits humains. Grâce à ça, grâce à l'action qu'il a posée, on est arrivé là aujourd'hui. Donc, c'est pas tout de porter, l'auteur Ryan Holiday, il nous dit dans le livre, c'est pas tout de porter action, c'est important de porter des actions adéquates. Imaginez en fait, imaginez juste être en train de porter, vous de dire, OK, moi aujourd'hui, je vais porter une action, mais ça n'a aucun lien avec votre objectif, ça n'a aucun lien avec ce que vous voulez créer ou accomplir. Attendez-vous pas à avoir un résultat voulu parce que vous n'avez pas fait une action adéquate. Donc, c'est important, dans le fond, l'application créative, puis l'action, c'est ça, dans le fond, qui va amener la solution. C'est le remède au problème. Donc, je vous fais une petite… Bertrand, je ne sais pas si tu as déjà fait du sport un peu plus jeune, du sport d'équipe. Le soccer, oui. Oui, soccer, OK, super. Fait imagine, moi, je faisais du basket quand j'ai fait du soccer aussi, j'ai fait beaucoup de basket quand j'étais au secondaire. Mais imagine, Bertrand, que l'adversaire, pendant la partie, l'adversaire score le premier but. C'est sûrement déjà arrivé. Très souvent, en effet. Exact. Maintenant, comment est-ce qu'on réagit comme équipe? Comment qu'on réagit? Est-ce que Bertrand, imagine l'adversaire score le premier but, ou peut-être même le deuxième but, donc c'est 1-0 pour l'adversaire. Imagine l'équipe qui dit « Ah non, on est en train de perdre, on va arrêter de jouer. » Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Rien ne va se passer. Elle a déjà perdu. Si cette équipe le dit, elle a perdu. Il y a quelque temps, Sam, nous avons plus ou moins suivi, hein, selon notre amour pour le soccer ou pas, ou selon notre temps libre. On a regardé peut-être quelques minutes, voire quelques matchs de la dernière Coupe du Monde de soccer, là, au mois de décembre. On a vu des renversements de situations incroyables. La finale, par exemple, hein, on a vu l'équipe de France, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qui a été menée à chaque fois, mais à chaque fois, elle est revenue. Bon, elle a perdu finalement a perdu la finale, là. Mais dans les 120 minutes, on voit qu'elle a été capable de réagir de la plus belle des manières, hein, en se disant que c'était possible, que rien n'était perdu. Okay? On a eu d'autres matchs. On a, par exemple, Cameroun-Serbie. Le Cameroun menait 1-3, qui revient à 3 buts partout. On a eu d'autres renversements de situations comme ça. Exactement. Donc, c'est exactement ça. C'est l'analogie avec le sport, ça s'applique à notre vie, en fait. Si on se dit qu'on a un obstacle, puis on va rebrousser chemin, on va arrêter, on va figer là, en fait, il ne faut pas s'attendre, en fait, à monter jusqu'au haut de la montagne. Et il y a une citation dans le livre de Wendell Phillips. Il dit « Qu'est-ce que la défaite? Rien sauf une leçon. Rien sauf le premier pas vers quelque chose de mieux. » Donc, qu'est-ce qui est intéressant, en fait, de se poser comme question, c'est si, par exemple, on vit une défaite ou on expérimente un obstacle dans notre vie. Ce qui est important, en fait, c'est d'apprendre de cet obstacle-là, d'apprendre de cette défaite-là pour que par la suite, en fait, on utilise cet obstacle-là pour s'améliorer, puis continuer à progresser, en fait. Donc, c'est notre responsabilité, en fait, de poursuivre notre chemin. Comment on poursuit notre chemin? Bien, on fait face à l'action, en fait. Donc, en fait, ça commence à être lourd à quelle année? Je fais de l'exercice en même temps, là. Donc, le cerveau, c'était bien à aborder le sujet, en fait, un peu plus tôt. Le cerveau, en fait, il est fait pour nous protéger, en fait, contre notre environnement hostile et les incertitudes. Face à un obstacle, le cerveau, soit qu'il fuit, soit qu'il combat, ou soit qu'il fige.
la plupart de la programmation de notre cerveau, en fait, a été faite quand on avait l'âge en bas de 7 ans, en fait. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que, dans le fond, notre environnement, quand on était plus jeune, était un environnement hostile, était un environnement qui était menaçant. Fait que nous, on a développé, en fait, des mécanismes de protection, puis qui ont fait en sorte, dans le fond, de nous protéger à ce moment-là. Au fil du temps, en fait, quand on a grandi, on n'a plus besoin de ces mêmes mécanismes-là, mais la plupart du temps, ils restent. Et non seulement ils restent, ils s'amplifient au fil du temps. On appelle ça l'autosabotage. Donc, on a déjà entendu parler de l'autosabotage quand, par exemple, on doit effectuer une tâche puis qu'on la remet à demain sans cesse parce qu'il y a cette peur-là, en fait, de l'accomplir. Bien, ça fait partie, en fait, d'un mécanisme de protection. En fait, on ne veut pas faire face à ça. On a peur peut-être de ce qui s'en vient. Ce n'est pas quelque chose qui résonne avec nous. Donc, prenez par exemple, dans le fond, à quoi ça sert ces mécanismes de protection-là? Prenez par exemple un exemple physique. Il y a un élément sur le four qui est allumé. On met la main sur l'élément. Tout de suite, notre cerveau envoie un choc, dans le fond, puis on réagit. Est-ce que vous allez laisser la main sur le feu à ce moment-là? Je ne pense pas. Sinon, il va y avoir des conséquences. Parce qu'il y a des stimuli, dans le fond, vos perceptions font en sorte qu'ils détectent un danger. C'est la même chose avec le cerveau. On voit, par exemple, qu'il y a un obstacle qui nous empêche d'avancer. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est que soit on va fuir, puis on va dire non, je vais arrêter d'aller dans cette direction-là, ou on va figer. On va juste tout simplement rien faire. La plupart du temps, c'est ce qui arrive. J'aime l'analogie, en fait, de la montagne. On a chacun une montagne à monter. Okay? Présentement, dans votre vie, vous avez une montagne à monter. Puis, à travers nos vies, on a différentes montagnes à monter. Ce qui est important de savoir, c'est que l'objectif, c'est d'arriver au sommet. Okay? Le problème, c'est qu'il y a plusieurs obstacles, en fait, plusieurs raisons pourquoi la plupart d'entre nous, on ne monte pas jusqu'au sommet de nos montagnes. Puis, une d'entre elles, par exemple, c'est la peur de l'échec. Okay? Il y a la peur de l'échec. Il y a les personnes qui sont au village, qui sont restées au village, sont là-bas en train de parler, en fait, de ce que tu es en train d'accomplir et tout ça. Puis là, toi, tu as peur de leur perception. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je n'arrive pas à monter la montagne? La peur de l'échec. Okay? Donc, il va y avoir plusieurs obstacles comme ça qui vont faire en sorte que tu ne vas pas aller jusqu'au bout, en fait, de ton objectif, de ton but, de ton rêve. Puis, très souvent, dans le fond, tu vas commencer un projet, puis là, tu vas t'arrêter au premier obstacle, tu vas retourner au village, puis là, tu vas te distraire. Au village, tu vas te distraire, tu vas aller faire la fête, tu vas dire, tu vas trouver des moyens, en fait, de te soulager, te réconforter, en fait, au lieu de faire face à cet obstacle-là puis de progresser. Le problème avec ça, en fait, c'est que non seulement on n'atteint pas le sommet de cette montagne-là, mais ce sommet-là, ce n'était pas la fin. Après ce sommet-là, tu avais une autre montagne à monter. Puis ça, cette montagne-là, en fait, la montagne d'après, c'est peut-être la montagne de tes rêves. C'était peut-être celle-là, la montagne de tes rêves. Puis pour monter la montagne de tes rêves, il fallait que d'abord, tu montes cette montagne-là que tu n'as pas voulu aller jusqu'à la fin, tu n'as pas voulu escalader jusqu'à la fin parce que tu n'as pas voulu faire face, en fait, aux obstacles qui étaient sur ton chemin. Donc, il y a beaucoup de répercussions par rapport à, justement, ne pas se donner la chance d'aller jusqu'à la fin. Je pense que les enfants, ils voulaient contribuer au book club. Bertrand, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Je vais rajouter quelques mots, Sam. Merci. Hein. J'ai beaucoup apprécié ton analyse. Hein. Je vais partir de... Tu as dit beaucoup de choses, d'éléments précieux. Là. Mais l'élément à partir duquel je voudrais continuer, c'est la peur de l'échec. La perception, la mauvaise perception. Encore une fois, Aurore et Stevia ont fait un travail magnifique tout à l'heure dans la première partie.
la mauvaise perception qu'on a de l'échec. L'auteur nous dit que l'action et l'échec constituent les deux faces d'une même pièce. L'action et l'échec constituent les deux faces d'une même pièce. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas d'action sans échec. Chaque fois qu'on a une montagne, pour reprendre ta métaphore, Sam, chaque fois qu'on a une montagne à gravir, on doit s'attendre à rencontrer des échecs. On doit s'attendre à avoir en face de soi des vents contraires qui vont nous forcer à nous arrêter, qui vont nous forcer à redescendre même parfois. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne notre objectif d'atteindre le sommet. On se repose s'il le faut, on cherche de l'aide, on s'entraîne davantage parce qu'on se rend compte que, oups, nos muscles ne sont pas assez solides, on s'épuise trop vite, on manque d'oxygène, etc., etc. Mais on va trouver des moyens, on va trouver des stratégies pour revenir le lendemain, 1 mois, 2 mois, 6 mois plus tard s'il le faut, et reprendre la montée vers le sommet de la montagne. Mais pour arriver à avoir la bonne perception sur ce que c'est que l'échec, c'est très difficile de le faire soi-même. Oui, on dit de travailler notre perception, on dit d'être objectif, on dit de sortir de nos émotions, mais honnêtement, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça demande tellement, tellement d'entraînement, tellement, tellement de pratique. Et pour arriver à ce niveau-là de maîtrise, d'autodiscipline, souvent, il faut recourir à l'aide d'une mentor, d'une coach, d'un proche, d'une proche qui a assez d'expérience, qui a assez de connaissances, assez de contrôle sur elle-même ou sur lui-même, ce proche-là, pour nous aider justement. Alors, il y a une pensée de Victor Hugo que j'aime bien, hein, l'auteur Victor Hugo, auteur français du 19e siècle, qui disait ceci parlant du théâtre romantique, voilà, du théâtre romantique en opposition au théâtre classique. Je ne vais pas faire un coup de théâtre ici, mais Victor Hugo disait ceci: on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. On ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Alors, c'est très difficile comme ça de se détacher, de se dédoubler. Voilà pourquoi c'est important de recourir à l'aide d'une personne externe, d'un coach, d'une mentor, etc., pour arriver justement à faire le point, à mettre une distance entre nos émotions et nous, parce que trop souvent, non, tu parlais d'un problème moyen. Trop souvent, les difficultés que nous rencontrons nous submergent, nous sommes tellement submergés, tellement immergés là-dedans que c'est difficile d'en sortir. Alors, il y a ce problème à résoudre. Mais il y a aussi, Sam, je voudrais avoir ton avis là dans quelques instants, l'importance de voir nos échecs, non pas seulement comme quelque chose qui va contre nous, mais souvent quelque chose qui va pour nous. C'est-à-dire, et là, je reviens à Tony Robbins, que j'aime beaucoup, comme vous le savez sans doute. Hein, je parle souvent de Tony Robbins lors de mes ateliers, de mes conférences. Tony Robbins dit ceci, et je vais traduire. Là. Et en fait, on ne réussit pas malgré nos obstacles. On réussit grâce à nos obstacles. C'est-à-dire qu'en fait, nos obstacles jouent pour nous. Si on prend le temps de regarder notre parcours, on va se rendre compte que ce qu'on avait pris à un certain moment, comme oh, le ciel nous tombe sur la tête, etc., etc., des semaines, des mois, des années plus tard, on remercie le ciel d'avoir placé ces obstacles sur notre route. Parce que grâce à ces obstacles, grâce à un non, grâce à une insulte, grâce à ceci, grâce à cela, on a été plus fort, on a recherché de l'aide, on a creusé notre cerveau, on a lu, on s'est formé, on a frappé à d'autres portes et finalement, on a trouvé des solutions auxquelles on n'aurait jamais, mais alors jamais pensé s'il n'y avait pas eu ces obstacles-là. Sam, es-tu d'accord avec ce que je viens de dire? As-tu vécu pareille expérience toi aussi? Oui, en fait, c'est la réalité. Hein? Je pense qu'on a plein d'exemples, en fait, de personnes qui se sont sorties de situations extrêmes. Je pense, par exemple, à Viktor Frankl.
qui est aussi mentionné dans le livre, qui a survécu des camps de concentration en Allemagne. Puis, en fait, il a vécu les pires atrocités, en fait. Il a été témoin de tout ça. Puis, en fait, il a quand même réussi à travers tout ça à trouver un sens à sa vie. Il a écrit le livre, justement, Men's Search for Meaning, les hommes à la recherche en quête de sens ou quelque chose comme ça, humains en quête de sens. Puis, dans le fond, lui, ce qu'il posait comme question, c'est que, dans le fond, c'est pas les autres qui vont déterminer c'est quoi le sens de ta vie, en fait. C'est la vie qui va te poser des questions par rapport à, dans le fond, toutes les situations que tu vis. Puis, c'est tes actions qui vont répondre, en fait, à ces questions-là que la vie te pose, que le monde te pose. Donc, je pense que c'est totalement ça, Bertrand, c'est que puis j'aurais des exemples à poser aussi par rapport à ma vie, mais les obstacles font en sorte qu'on apprend. Puis avec cet apprentissage-là, en fait, ça fait en sorte, tu m'aurais demandé en fait de faire une présentation comme ça il y a 15 ans. Je n'étais pas du tout là, mais pour arriver à ça, il a fallu justement que je trébuche. Il a fallu que je fasse des essais. Puis au fil du temps, petit à petit, en fait, c'est toujours le principe petit à petit. On va répéter ça petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Puis petit à petit, on va loin. C'est comme ça qu'on avance. Donc, très, très bien, Bertrand. Merci Sam hein, pour ce partage. Et d'ailleurs, pour aller dans ton sens, l'auteur Ryan Holiday donne deux exemples. Il donne beaucoup d'exemples, mais deux que je voudrais mentionner ici. Hein. Deux exemples de personnalité, un chef d'État, président américain des États-Unis, très, très connu, Abraham Lincoln, qui a été président des États-Unis durant la guerre de sécession, et puis Roosevelt, qui est très connu aussi. Alors, les deux ont vécu des moments très, très, très difficiles, la maladie, la pauvreté, des échecs en politique, en tout cas les premières années, plusieurs candidats plusieurs fois et jamais élus, n'est-ce pas? Mais ce que Ryan Holiday nous explique, c'est que c'est grâce en fait à ces obstacles, c'est grâce à ces échecs, c'est grâce à la maladie, c'est grâce à la pauvreté, c'est grâce à la solitude, c'est grâce à ceci, c'est grâce à cela, c'est grâce au fait que plusieurs personnes n'ont pas cru en eux que finalement, ils ont pu se hisser au niveau où ils se sont hissés. Et s'ils n'avaient pas connu la pauvreté, la misère, la maladie, ils n'auraient pas été les grands dirigeants politiques qu'ils ont été de la vie de beaucoup d'historiens et d'historiennes. Alors, voilà des exemples donc, qui nous montrent qu'on réussit en fait, non pas malgré nos obstacles, mais grâce à nos obstacles. Et si je voudrais citer Baudelaire, que j'ai probablement déjà cité ici, parce que j'aime beaucoup cette phrase de Charles Baudelaire, hein, le poète français du 19e siècle, qui disait « Tu m'as donné ta boue, la boue, j'en ai fait de l'or. Tu m'as donné ta boue, j'en ai fait de l'or. » On parlait de Mandela, ses 27 ans de prison. On a d'autres exemples de personnes qui ont vécu des guerres, qui ont vécu des traumatismes affreux, qui ont vécu des viols. Évidemment, on ne souhaite à personne de vivre de tels traumatismes. Mais ces personnes, malgré tout, ont été capables d'aller trouver en elles, là, au plus profond d'elles, la raison même de leur existence. Parce qu'elles auraient pu se donner la mort. Comme ça arrive, on a malheureusement de temps en temps, là, dans les médias, des nouvelles de personnes qui se donnent la mort, qui ont vécu des drames. On peut les comprendre, n'est-ce pas? Mais on a aussi de l'autre côté des personnes qui vivent des drames et qui se disent non, je n'abandonne pas. Parce que j'ai vécu ces drames, j'ai maintenant une raison de plus de vivre et de faire du reste de ma vie un vrai trésor pour moi, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est très, 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 très fort. Qu'en penses-tu, ça? Et vraiment, ça vient me chercher beaucoup. Qu'est-ce que tu dis, Bertrand? Parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est que les obstacles, non seulement ça amène notre croissance, en fait, notre développement, notre élévation, mais aussi ça contribue, justement, si on l'utilise en fait en notre faveur, ça contribue, cette croissance-là, en fait, contribue à élever l'humanité. Si on l'utilise, en fait, pour notre contribution dans la vie des autres. Ça, c'est tellement précieux
Parce que justement, comme tu disais, souvent, les personnes vivent, il y a des personnes qui vivent des traumatismes, des chocs, en fait, des événements qui sont vraiment pas faciles, puis qui peuvent avoir plusieurs façons, justement, de réagir, puis de prendre ça. Puis ils les tournent en un trésor, comme tu disais. Ils les tournent vraiment en un trésor pour servir les gens, pour les aider, justement, parce que chaque obstacle, chaque événement de notre vie qu'on pense être le seul à vivre, on n'est pas les seuls, on n'est jamais les seuls à vivre cet événement-là. Il y a plein d'autres personnes, dans les 8 milliards de personnes sur Terre, il y a plein d'autres personnes qui vivent la même chose ou qui vont vivre la même chose. Et si tu n'as pas pris l'action d'écrire ton livre, par exemple, pour inspirer les gens, ou devenir, par exemple, le professionnel, le coach, par exemple, qui va changer des vies, qui vivent en fait ou qui vont vivre dans le fond les mêmes situations comme ça, bien, tu empêches ces personnes-là de se sortir, en fait, d'avoir les solutions que tu as trouvées toi-même pour qu'eux autres mêmes améliorent leur vie, qu'ils se sortent en fait de cette spirale-là, dans le fond, qui tourne. Donc, c'est très important en fait. Ce n'est pas juste ces obstacles-là, le fait de passer aussi à l'action, de surmonter tout ça, mais ce n'est pas juste pour nous qu'on le fait, c'est pour les autres aussi. Absolument, exactement ce que Démosthène, le philosophe grec, Grèce antique, a fait. Hein. Il a été victime d'abus de la part de sa famille, de certains de ses proches, des oncles. Il a perdu son héritage. Il a dû se battre pour essayer de retrouver cet héritage, hein, se battre par la parole, par les arguments. Bah, il n'a pas réussi, mais il a réussi tout de même, Démosthène. La preuve, on parle de lui aujourd'hui. Il a réussi à devenir comme ça le porte-parole d'Athènes, oui, exactement. D'Athènes, hein, il a développé l'art oratoire, il a développé la capacité à argumenter, la capacité à parler pour les autres, la capacité à dire non, à se lever et à dire non. Hein. Comme disait Césaire, je vais terminer là, pour respecter le temps, n'est-ce pas? Aimé Césaire dans Le Cahier d'un retour au pays natal, une œuvre que vous connaissez probablement, sinon il faut la lire, cette œuvre-là d'Aimé Césaire. Aimé Césaire disait à peu près ceci, je serai la voix des sans-voix, hein, des personnes qui croupissent au cachot du désespoir. Ce n'est pas la citation exacte, là, je n'en suis pas certain, mais c'est à peu près ça, devenir la voix des sans-voix, des personnes qui croupissent au cachot du désespoir. C'est ce que Démosthène a réussi à faire. De cette expérience malheureuse-là, il a perdu son héritage, il s'est élevé au rang de porte-parole des sans-voix d'Athènes. Et ça, c'est très, 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 très puissant. Alors, je te laisse le mot de la fin pour cette partie, Sam. Oui, en fait, Bertrand, juste dans le fond pour conclure ça, c'est si, admettons, quelqu'un présentement là, qui est dans sa montagne, qui est en train de monter, puis là, tout d'un coup, il se dit non, moi, je vais attendre le remonte-pente pour avancer plus loin, pour sauter l'obstacle. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire? En fait, quel conseil que tu aurais à lui donner pour ne pas attendre que quelqu'un vienne le sauver ou quelqu'un vienne, en fait, le remonter automatiquement? Il vaut mieux ne pas, merci pour la question, Sam, il vaut mieux ne pas attendre des remontrances. Il vaut mieux ne pas attendre. Il faut chercher de l'aide parce que quelquefois, on ne s'en sort pas seul. Hein. Dépendamment des situations, on a besoin de l'aide. Il faut avoir assez d'humilité. Je crois qu'on parlait d'humilité. On a parlé d'humilité aujourd'hui. Là, il faut avoir assez d'humilité pour reconnaître qu'il nous manque des éléments, qu'il nous manque des outils et aller chercher ces outils-là. Maintenant, il faut avoir assez de volonté. Ça, c'est la partie suivante. Assez de volonté, assez de ressources intérieures pour redescendre, pour remonter, je voulais dire, après être descendu. Et là, Sam, je suis désolé de déborder un peu là, mais c'est plus fort que moi. Tu me fais penser ici à un autre livre d'un auteur que j'aime beaucoup, Le mythe de Sisyphe, Albert Camus. Hein. Beaucoup connaissent Albert Camus à travers L'étranger, le beau récit. Mais Albert Camus, c'est aussi l'auteur du mythe de Sisyphe, c'est un essai. Et le mythe de Sisyphe, justement, la métaphore, je crois que tout le monde connaît la métaphore du mythe de Sisyphe, qui roule la pierre là, jusqu'au sommet, et la pierre redescend. Mais le moment de vérité, ce n'est pas lorsque la pierre au sommet, le moment de vérité, c'est lorsque la pierre est au bas de la montagne, elle est redescendue. Parce que là, Sisyphe a un choix.
est-ce qu'il abandonne ou bien est-ce qu'il recommence, là, il repousse la pierre jusqu'au sommet, tout en sachant qu'elle risque une fois de plus de redescendre. Et souvent, notre vie, c'est ça, en fait. La vie humaine, là, la condition humaine, c'est un peu ça, la métaphore de Sisyphe. On roule notre pierre, elle redescend. Le lendemain, il faut la rouler, même si on sait qu'elle risque de redescendre plus tard. Voilà, je termine là. Merci pour la question, Sam. Super, génial. Merci à toi aussi. Là. Waouh, waouh, Bertrand et Sam. Moi, je vous aurais encore écouté là jusqu'à la fin. Ce que je vois là, c'est l'analogie de la montagne. Là, c'est fantastique pour justement parler de notre vie, pour décrire notre vie finalement. Et là, Bertrand, là, maestro, là, finit ça avec le mythe de Sisyphe. Là, c'est waouh. Parce que c'est vrai, c'est ça nos vies, là, c'est essayer de monter des montagnes, donc se fixer des objectifs, ne pas se contenter de peu, comme a dit Mandela, et puis essayer quand même de monter la montagne et accomplir quand même. Mais je crois que à chaque fois qu'on monte notre pierre, en réalité, elle va monter de quelques centimètres. Elle ne redescend pas complètement parce que sinon, on serait découragé, là, mais c'est ça. Quand on la pousse, là, elle monte un peu, elle monte un peu. C'est l'histoire de nos vies. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce que Bertrand a dit, c'est il faut avoir cette humilité pour aller demander de l'aide d'un mentor ou d'un coach parce que on peut pas, on n'a pas cette distance. Quand on est en plein dedans, on ne peut pas avoir cette distance-là pour pouvoir analyser les choses comme il faut et puis pouvoir trouver les bonnes solutions. Quand tu es en plein dans le problème, là, tu ne peux pas voir clair, surtout quand les émotions sont en jeu, là, c'est impossible. Donc, mais quelqu'un qui voit ça de loin, un mentor, un thérapeute, un coach, etc., voir les choses peut t'aider à avoir les idées claires ou te remettre dans la bonne direction. Donc, quand vous êtes en plein dans un gros obstacle ou un gros problème du genre insurmontable, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide de quelqu'un quand même qui sait de quoi il parle. L'expérience, exactement, ouais, c'est ouais, important. ouais. Et juste, dans le fond, à propos de demander de l'aide, ce qui est important, quand on parle de monter, les montagnes, en fait, qui font vraiment du sens. Les montagnes de ta vie, c'est ton rêve. Ça, c'est vraiment, c'est pas n'importe quelle montagne, OK? Puis ça, c'est les montagnes qui sont plus grosses, qui vont probablement avoir plus d'obstacles aussi sur le chemin. Je pense, par exemple, le Kilimandjaro. Kilimandjaro, quand on fait l'ascension de cette montagne-là, bien, tu as des porteurs. Tu n'es pas tout seul pour monter à la montagne. Tu as une équipe, en fait. Donc, qu'est-ce que Bertrand disait? C'est vraiment ça, c'est s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui vont faire partie de ton équipe, de ta famille, qui va t'amener justement à atteindre ce sommet-là. Donc, super important d'avoir l'équipe appropriée qui vont t'encourager, puis qui vont te donner les outils, puis qui vont te donner les connaissances aussi que eux autres sont passés par là déjà. Mais moi, j'ai une dernière question alors pour vous deux. La montagne, alors finalement, la montagne, parce que des fois aussi, on peut être confus, la montagne peut être aussi l'obstacle. Tu comprends? Donc, finalement, notre objectif, notre rêve, notre but, est-ce que c'est le sommet de la montagne ou plutôt ce qu'il y a derrière? C'est une bonne question. Ouais. Je pense, par exemple, c'est une super bonne question, Bertrand. Je ne sais pas si j'avais une petite idée en tête. En fait, pour moi, la montagne, c'est imaginer, en fait, avoir un objectif de hauteur, OK? L'objectif de hauteur, c'est le sommet. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'atteindre cet objectif-là sans aventure, sans parcourir un chemin, en fait, qui peut être parfois escarpé? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir à le monter. Donc, pour moi, la montagne, c'est synonyme de vivre complètement, vivre pleinement, en fait. Parce que c'est ces défis-là, en fait, qui te fait en sorte que tu te sens en vie, que tu te sens vivre réellement. S'il n'y a aucun défi dans ta vie, si tu ne te donnes pas des défis, ben ça va être Puis il y a des personnes qui sont correctes comme ça. Ça, c'est correct aussi. Mais si tu ne te donnes pas des défis, ben, peut-être que tu vas rester au village toute ta vie et tu n'auras pas atteint, en fait, cet objectif-là de hauteur, d'avoir une plus grande perspective. Donc, oui, en effet, dès que tu atteins le sommet, ben, l'autre côté, moi, je vois toujours la mer de possibilités, l'autre côté de la montagne.
Donc, ce sommet-là, il nous amène à un autre objectif. Puis cet objectif-là peut être encore plus gros, peut t'amener à une mission de vie encore plus grande. Si tu ne t'es pas donné la permission de monter cette montagne-là jusqu'au bout, tu ne verras pas la mer de possibilités. Tu vas rester au village, tu vas fêter la fin de semaine pour oublier, dans le fond, tes soucis de la semaine. Puis, c'est ce qui va se passer pendant le restant des années de ta vie. Ouais, donc, Je vais ajouter un mot, ça m'a parlé, pardon, ça m'a parlé. Vas-y, Bertrand, on a un peu de temps. Beaucoup de perspicacité, un mot comme ça, Juliana. Comme ça m'a dit, hein, en fait, le sommet de la montagne, ce n'est pas une fin en soi. Lorsqu'on atteint le sommet, si on l'atteint, c'est en fait un nouveau départ. Le sommet est un nouveau départ. Et c'est très important. Oui, c'est très important. Je crois que Sam l'a dit avec ses mots. C'est très important d'apprécier le voyage, d'apprécier l'aventure. Tu as utilisé le mot aventure, là, Sam. D'apprécier l'aventure. C'est lorsqu'on apprécie l'aventure. C'est lorsque, en fait, le sommet de la montagne, c'est un moment, finalement, j'ai presque envie de dire, un moment comme tous les autres moments depuis le départ, là, depuis le commencement de notre voyage. Parce que si on prend plaisir à monter, si on prend plaisir à voyager, grâce aux difficultés, je n'ai pas envie de dire malgré les difficultés, mais grâce aux difficultés, eh bien, arriver au sommet de la montagne, c'est simplement peut-être la cerise sur le gâteau, rien de plus. Exact, Mais parce que tu apprécies c'est un le nouveau chemin. départ. Voilà. Waouh, bravo. Et d'ailleurs, apprécier le chemin, apprécier le voyage. Fanta va nous parler dans la section Amor Fati, là. En tout cas, on va passer. Merci beaucoup, Sam et Bertrand, vraiment fantastique. Donc, on va passer maintenant à la partie, j'espère que je ne vous ai pas perdu. OK, à la partie 3. Donc, la partie 3 du livre, c'est, maintenant, on va parler de volonté, vouloir. Là, maintenant, on va rentrer dans la persistance là pour grimper cette montagne-là. Donc, je vais présenter cette partie avec ma copanéliste, chère Fanta Larissanian. Donc, bon, moi, vous me connaissez déjà, donc ça m'a déjà présenté. Je ne vais pas trop me représenter, mais comme on a dit, je suis nutritionniste et puis fondatrice du club NutriChoix. Et j'invite tout le monde le 26 janvier pour un bilan express. J'en profite là, pour mesurer un peu votre poids, votre tour de taille et savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, ça, c'est moi. Ça, c'est Juliana. Fanta, elle est une adorable. Elle se qualifie de multipreneur ou entrepreneur en série. J'aime bien ça, entrepreneur en série. Elle a d'ailleurs fondé le groupe Famina. Hein, donc, le produit de base, c'est la mangue séchée bio produites en Afrique de l'Ouest. Donc, contactez-la si vous voulez en commander. Elles sont délicieuses, ces mangues, hein, vraiment, mais avec modération parce que c'est trop bon. On a tendance à en manger trop. Et puis, elle est aussi passionnée de cosmétiques et de développement personnel. Donc, Fanta, j'ai hâte de discuter de cette partie-là avec toi. Hein. Donc, voilà, donc la partie 3, elle a 9 parties, elle a 9 petites sous-parties en fait. Je vais commencer avec les 2 premières et puis je laisserai Fanta parler des 3 qui viennent après. Donc voilà, donc la première partie de cette partie 3, elle s'appelle la discipline de la volonté. Donc, la discipline de la volonté, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée hein, parce que c'est quelque chose, en tant que nutritionniste, je suis des personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent retrouver leur santé, qui ont leur diabète. Donc, cette volonté-là, c'est quelque chose que je dois leur communiquer ou je dois les aider à apprendre à cultiver en fait. Donc, c'est pour ça que cette partie-là m'a beaucoup frappée. L'auteur mentionne d'ailleurs Lincoln, le président Lincoln comme exemple dans son livre, mais je vous invite à aller lire le livre pour voir comment il a démontré que le président Lincoln a été vraiment un grand exemple de quelqu'un qui a développé cette discipline de la volonté. Le fait d'avoir eu de la dépression dans sa vie, ça l'a aidé à développer cette discipline de la volonté. Donc, mais qu'est-ce que la volonté? Alors, la volonté, c'est le pouvoir interne, c'est un pouvoir interne qui n'est jamais affecté par le monde extérieur. La volonté, c'est la force de l'âme, c'est la sagesse, pas seulement devant un obstacle, mais dans la vie en général, qui est truffée d'épreuves, anyway, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est la volonté qui nous donne la force ultime, la force d'endurer, de
contextualiser, là je reprends les mots de l'auteur, hein, et de tirer un sens des obstacles que nous ne pouvons pas surmonter. Donc, c'est cette volonté-là qui nous donne la force de supporter les mots, ça c'est la philosophie des stoïciens, de supporter les mots MAUX et d'avancer malgré tout dans la tâche. Donc, vraiment, cette volonté-là, c'est une discipline essentielle, comme il dit. On a appris dans la première partie qu'il faut apprendre la discipline de la perception, apprendre à percevoir. Dans la deuxième partie du livre, on a parlé de la discipline de l'action, de passer à l'action. Et maintenant, la troisième discipline, c'est d'apprendre à cultiver notre volonté. Une fois que nous réussissons, mais pourquoi ça? Une fois que nous réussissons à cultiver notre volonté, c'est elle qui nous permet de résister quand tout le monde a abandonné. C'est grâce à la volonté que nous sommes confiants, sereins et prêts à nous mettre au travail, quelles que soient les conditions. Donc, nous sommes volontaires et capables de poursuivre même pendant l'impensable, même quand nos pires cauchemars se réalisent. Et ça, on a vraiment donné les exemples, là, les grands exemples de l'histoire, comme Nelson Mandela, mentionné par Sam, ou Viktor Frankl dans les camps de concentration. Ils ont vécu l'impensable, mais malgré tout, ils ont avancé vers leur mission de vie. Et ce sont des exemples à suivre qui nous inspirent. Donc, la deuxième partie, maintenant, il nous parle de bâtir notre citadelle intérieure. Donc, c'est comme la suite logique là, d'apprendre à renforcer, à cultiver notre volonté. Maintenant, il faut apprendre vraiment à développer cette force intérieure, cette citadelle à l'intérieur d'entre nous. Donc, on le sait déjà qu'au courant de notre vie, nous allons avoir des objectifs que nous aimerions atteindre dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines. C'est rare qu'on va rencontrer une personne qui se dit satisfait là, dans tous les domaines de sa vie. Donc, on veut toujours avoir des meilleurs résultats, que ce soit en termes de relations dans notre famille ou au travail, que ce soit dans nos finances, que ce soit dans notre carrière, où est-ce qu'on est rendu dans notre carrière, ou un projet qui nous tient à cœur, ou une entreprise que nous voulons bâtir, une idée qu'on veut concrétiser, peu importe, mais il y a toujours un domaine dans notre vie où on veut aller plus loin, où on veut avoir un meilleur résultat. Et notre santé en fait partie aussi en passant. Donc, mais si nous voulons atteindre, une fois qu'on a clarifié nos objectifs, si nous voulons l'atteindre, malgré les obstacles qui peuvent arriver et qui vont arriver, nous devons renforcer notre volonté, notre force mentale. Et là, on a parlé de cerveau tout à l'heure. Le cerveau, c'est un muscle. Donc, un muscle, tout comme nos avant-bras, là, le cerveau, il peut s'entraîner, il peut se fortifier en faisant des exercices, justement. Et bien sûr, je ne peux pas rater cette occasion de parler des gens qui participent à mon programme. Et ça, c'était très intéressant parce qu'on a vraiment appris, comme on l'a dit, à flexer les muscles de la volonté. Ça, c'est j'offre un programme de 3 mois, là, justement, un programme de perte de poids. Et les participantes, c'est vraiment frappant. Au début, elles n'ont pas encore elles vont avoir tendance à avoir du mal à résister aux tentations, aux sucreries, au fast-food. Vous comprenez, quand tu vas au travail, là, et puis que la collègue a apporté des gâteaux et puis des chocolats, c'est toujours des sucreries, justement, très délicieuses, là. Au départ, là, elles ont eu du mal à dire non, à résister. Mais au fur et à mesure qu'on se parle, et moi, bien sûr, je les encourage en tant que coach, et puis on a notre belle communauté de femmes qui vivent ces mêmes batailles, ces mêmes situations, elles apprennent à dire non de plus en plus, à cultiver cette capacité de dire non. Donc, et plus elles s'exercent, plus elles sont capables de le faire. Et puis, à la fin des 3 mois, elles sont vraiment capables de dire non. Et c'est comme ça qu'elles perdent du poids et elles atteignent leurs objectifs. Et elles arrivent en haut de cette montagne d'objectifs qui est la santé et un poids santé et la forme physique. Donc, c'est vraiment fascinant donc d'apprendre à renforcer notre volonté, notre muscle mental. Là, ça amène des résultats incroyables dans nos vies. Et ce n'est pas seulement pour la santé, mais vraiment dans tous les domaines de notre vie. Donc, voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Fanta qui va nous parler de l'anticipation. Donc, Fanta, tu vas nous parler d'anticiper l'art du consentement et apprécier le destin. Je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je voulais juste m'assurer qu'on avait le bon ordre parce qu'on a le chapitre « Bâtissez votre citadelle intérieure ». Est-ce que c'est celui que tu viens de développer? Oui. Ça suit un peu au fond la volonté. C'est un peu le même. Ça se suivait. Voilà. D'accord. Alors, moi, je vais
continuer sur la lancée de Juliana avec le chapitre anticipé, pensée négative. Alors, je dois avouer que ça a été un titre un petit peu percutant pour moi quand j'ai vu pensée négative, parce que ça va vraiment à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de lire avec le fameux think positif, ne voyez pas le verre à moitié vide, ou les personnes qui sont tout le temps en train de voir le worst case scenario sont des personnes que d'habitude on va juger critiques, déprimantes et puis même défaitistes. Et là, en fait, ce qu'on a l'habitude de faire pour ce genre de choses-là, c'est de toujours être positif, toujours être optimiste et favoriser aussi ce qu'on appelle une démarche post-mortem dans la vie de tous les jours. Donc, que ce soit dans le milieu des affaires ou même sur le plan personnel, c'est toujours examiner après l'événement, faire preuve de recul, d'analyser ce qui s'est passé pour s'ajuster, s'améliorer. Et ici, ce qui est différent dans ce livre-là, c'est qu'on préconise la démarche inverse, donc le pré-mortem. Qu'est-ce que c'est le pré-mortem? C'est avant que les choses arrivent, chercher à savoir ce qui pourrait ne pas marcher. En d'autres termes, réfléchir au scénario catastrophe. Et c'est une démarche, en fait, qui a certains avantages parce que ça nous permet de nous préparer au pire et d'élaborer, en fait, un plan de sortie ou de muscler un peu nos défenses pour faire face aux choses quand on n'a pas le choix que de les endurer parce que parfois, il arrive qu'il n'y ait pas de solution. Et à ce moment-là, il faut faire preuve de résilience et puis il faut faire preuve de force mentale. Une citation que j'ai beaucoup aimée dans ce chapitre, c'est celle de Mike Tyson, qui a répondu à un journaliste quand il a touché le fond. Si on n'est pas humble, la vie va nous apprendre l'humilité. Alors, se préparer, anticiper et apprendre l'humilité, c'est un des thèmes très, très intéressants qu'on retrouve en fait dans ce chapitre. Et l'approche pré-mortem, c'est une approche aujourd'hui qui est largement adoptée dans les affaires. Donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, on aurait vraiment intérêt à développer cette démarche-là. Donc, par exemple, en entrepreneuriat, en planification stratégique ou quand on rédige notre plan d'affaires, on nous invite à utiliser en fait des outils qui nous permettent d'anticiper les risques, comme par exemple la fameuse matrice SWOT, donc avec les opportunités, les menaces ou les tableaux d'analyse des risques et contingences. Quand on élabore un plan d'affaires, on a différentes sections à l'intérieur et dans chaque section, on nous demande d'évaluer certains risques auxquels on pourrait être confronté et d'élaborer des stratégies de rechange. Donc, on va pouvoir aller voir ça, par exemple, dans le démarrage. Quels sont les risques qui peuvent surprendre l'équipe entrepreneuriale quand on démarre l'entreprise? On ne vend pas assez, nos ventes ne sont pas celles qu'on escomptait, notre publicité ne se fait pas comme on aurait pensé, on n'est pas aussi populaire que ce qu'on pensait sur les réseaux sociaux. Risque financier, on n'arrive pas à obtenir un financement, nos économies ne suffisent plus pour assurer notre fonds de roulement. Qu'est-ce qu'on fait dans toutes ces situations-là? Il faut en fait appliquer des stratégies de contournement ou d'atténuation de l'impact pour que notre entreprise, notre projet de vie puisse perdurer et qu'on finisse quand même par atteindre le succès, le bonheur, l'avoir même pendant qu'on affronte ces obstacles-là. Alors, il y a beaucoup de pépites dans ce chapitre que j'ai beaucoup aimé et je dirais qu'à l'inverse des autres panélistes, j'aime inclure des petites pépites personnelles au cours de mon difficile parcours d'entrepreneur au cours de la dernière année. Ce livre, j'aurais aimé le lire plus tôt parce que ça m'aurait donné énormément de points d'ancrage pour passer à travers toutes les tempêtes. Je suis très, très reconnaissante de l'avoir aujourd'hui. C'est un journal de bord qui va m'accompagner toute ma vie. Alors, aux pages 174, 175, 177, on a beaucoup de petites pépites que j'ai bien aimées. Et une citation que j'ai appréciée, c'est comme celle qu'on lit à cette page-là, où Sénèque, en fait, anticipait les obstacles avant de partir en voyage. Tempête, naufrage, attaque de pirates,
Et il disait, rien n'arrive au sage contre son attente. Si ce n'est pas selon ses vœux que toutes les choses lui arrivent, au moins c'est selon ses prévisions. Parce que, avant tout, il a prévu que ses projets vont rencontrer des obstacles. Alors pour nous, c'est la même chose. Toujours être préparé aux perturbations, les intégrer au projet. Et une chose que j'ai beaucoup appréciée également, c'est gérer nos attentes. Quand vraiment on est face à une déception. Se rappeler que l'univers s'est régi par des facteurs externes, que les gens ne tiendront pas les promesses parfois qu'ils nous font, qu'on n'obtiendra pas toujours ce qui nous revient, même si on le mérite. Et si à chaque fois qu'on tombe de haut, pour nous, c'est une surprise et qu'on dépend totalement des choses de notre environnement extérieur, on va avoir beaucoup de mal à passer à travers les épreuves. Et à la page 175, on voit plusieurs dictons populaires. Attention au calme avant la tempête, espérer le meilleur, s'attendre au pire, aller mal pour aller mieux. Alors moi, j'ai une petite technique d'alléger les citations courantes. Le pire est à venir, pour moi, ça a un peu un goût de fatalité. Alors j'aime bien remplacer le pire est à venir par le pire est plus qu'envisageable, mais on est équipé pour contourner ou endurer. Aller mal pour aller mieux, j'aime bien remplacer ça par utiliser le fond comme tremplin. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de couler là, quand vous ne saviez pas nager, de tomber au fond d'un gros lac boueux et on a peur de se noyer, mais on sait qu'on va rencontrer le fond. Et quand on sent le fond sous ses pieds, ce qu'on nous enseigne comme enfants là, à faire pour ne pas se noyer quand on ne sait pas nager, quand tu atteins le fond, donne un grand coup de pied, tu vas remonter à la surface. Non, tu n'as pas le choix. Tu ne peux plus aller plus bas. Tu ne peux plus aller plus bas, tu atteins le fond. Tu ne peux que remonter. Alors, utilisez le fond comme tremplin. Ce chapitre-là, il se termine par de belles citations. Grâce à l'anticipation, nous comprenons la diversité des résultats probables et nous savons qu'ils ne sont tous pas bons. Nous pouvons alors nous en accommoder. Celui qui s'attend à être déçu ne le sera pas. Il aura la force de le supporter. Il aura moins de risques d'être découragé ou de faire une erreur face à la tâche qui l'attend. Les chimères, c'est comme les pansements, ça ne fait mal que quand on les arrache. En anticipant, nous avons le temps de construire nos défenses et même de les éviter. Nous sommes prêts à nous laisser dériver car nous avons envisagé un moyen de revenir. En anticipant, nous sommes plus endurants. Nous sommes préparés à l'échec et nous sommes prêts à la réussite. Alors, moi, je dirais que ce chapitre-là, ce que ça m'a donné à réfléchir, en fait, ce que ça m'a donné à méditer, c'est par rapport à mes leçons de vie que l'anticipation, ça forge l'endurance, la capacité à relativiser et surtout, ça peut atténuer l'amertume de la déception. On peut remplacer cette amertume-là par les cadeaux des leçons de vie, que sont la résilience, la gratitude et la confiance en soi qui naît des épreuves qu'on a surmontées. La petite question que j'aurais pour ma copanéliste Juliana, c'est comment est-ce qu'on trouve l'équilibre entre le pré-mortem, l'anticipation négative, et la loi de l'attraction qui dit qu'on attire ce à quoi on pense. Comment est-ce qu'on fait pour naviguer à travers tout ça, être suffisamment prévoyant sans tomber dans le pessimisme et attirer des choses pas le fun? Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est une belle colle que tu me poses parce que moi, justement, quand j'ai bâti le club NutriChoix, je n'avais pas de pré-mortem. Je n'ai pas fait de plan d'affaires, hein, donc je suis tombée en plein dedans, là, dans tous les... Tout ce que tu as dit, là, tu sais, en tout cas, toutes les difficultés que tu peux rencontrer au début, dans le démarrage. C'est ça, parce que moi, je suis plutôt... Donc, c'est ça, c'est pour ça que j'ai lu, hein, et c'est tellement intéressant la façon dont tu l'as montré. Ça montre que, surtout en affaires, ou quand tu as un projet important que tu veux accomplir, c'est important de penser à ce qui peut tourner mal. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à appliquer ça parce que moi, en tant que personne, pour avancer, j'ai besoin de positivité, j'ai besoin
du rêve, de tout ce qui est possible. C'est plus ça qui me fait avancer, c'est cette énergie positive. Moi, c'est ça que je vois matin, midi et soir. C'est mon rêve, c'est ce que je veux accomplir. Et le lendemain, j'ai les réponses. Je fonctionne vraiment, mon carburant, c'est mon rêve et ce que je veux accomplir. Et je n'ai pas beaucoup de temps pour penser à ce qui peut aller mal. Et ça, mais je dois accepter que je vais faire ça va peut-être me retarder ou je vais tomber dans des erreurs que j'aurais pu anticiper, mais ça, c'est le choix que j'ai fait parce que c'est ça. Moi, je carbure avec le positif et puis c'est comme ça que je fonctionne finalement. Donc, mais c'est une très bonne question, mais je conseillerais à tout le monde de faire cette fameuse stratégie c'est quoi, de contingence? C'est quoi le grand mot? En fait, pour tous nos documents, Uh-huh. utiliser des outils comme les tableaux d'analyse de risque et contingence, Analyse de risque et utiliser des contingence. matrices avec le recensement des menaces, des opportunités pour être préparé à ce qui pourrait arriver en cours de route et contourner ou endurer. Donc, moi, je dirais que l'équilibre entre le pré-mortem et la loi de l'attraction, je devais en tout cas le résumer, ce serait de penser à ce qui pourrait mal tourner, de le noter dans un coin de notre tête. Réfléchir à des stratégies sommaires de contournement ou d'atténuation et ne pas ressasser sans cesse ce qui pourrait arriver parce que la suranalyse paralyse. Ah ouais, l'analysis paralysis, ouais, la suranalyse, ça paralyse, hein, parce que si c'est trop ça que tu vas... Écoute, si tous les jours tu penses juste aux obstacles et ce qui va aller mal, mais comment tu vas avancer? Tu vas arrêter parce que c'est ça que tu as devant tes yeux et c'est ça que tu vas attirer anyway. Mais ouais, c'est bien ça. Tu écris tout. Après, si tu jettes ça au fond d'un tiroir et tu le sors quand le problème arrive parce il va arriver. Hein, c'est ça. Il y aura des obstacles sur le chemin. Ça, c'est ça, on le sait déjà. Mais ouais, c'est bien. Oh, très belle Donc, on analyse fait de un ton part. petit brain dumping de ce qui pourrait arriver de pas bon. On le range quelque part et le moment venu, on déploie notre botte secrète pour passer à travers. Alors ça, c'est la Excellent. conclusion du premier chapitre. Combien de minutes me reste-t-il pour faire l'art du consentement et apprécier votre destin? C'est sûr que tu as pris, mais si on veut finir à 4 heures, là, moi je dirais, tu peux les faire en 6 minutes, 3 Oui, minutes. Là. alors je vais de ce pas Mhm, venir vous parler de l'art du consentement. mhm, Ce chapitre débute par une belle citation qui est « Le destin conduit celui qui consent et tire celui qui résiste ». Un chapitre très introspectif, pour moi en tout cas, pour ce qui est de pratiquer l'art d'accepter, d'apprendre en étant guidé et d'avancer malgré tout. C'est un chapitre qui m'a appris que les contraintes qu'on accepte, elles peuvent nous servir de guide et que pour pouvoir canaliser l'énergie qui va nous permettre d'aller de l'avant, il faut consentir et accepter les écueils sur le chemin. Ça commence par un très, très bel exemple qui est celui de Thomas Jefferson, qui n'était pas un grand orateur parce qu'il avait un défaut de prononciation. Il a accepté son handicap et il est devenu quelqu'un qui a brillé, un orateur, par son talent d'écriture. On a aussi l'exemple d'Edison, qui était pratiquement sourd et qui a utilisé ses autres sens pour pallier à ce manque-là et pour développer une nouvelle sensibilité, de nouveaux talents. Alors, l'art du consentement, c'est accepter que ce qui se dresse en travers de notre route, parfois, on n'a pas de contrôle dessus. Et on le fait tous les jours. Quand on est sur la route, on peut se trouver dévié de notre itinéraire par des travaux de construction, par un accident. Là où nous, on peut le suivre dans la vie de tous les jours en disant « Ok, c'est là, je n'y peux rien. Mon itinéraire sera différent au plus long, mais je me rendrai. » On l'accepte. On ne rumine pas pendant 3 ans parce qu'on a trouvé un panneau qui nous a dévié de notre route. Alors pourquoi le faisons-nous dans la vie courante? On doit faire preuve de souplesse d'esprit et d'humilité, de ténacité, de volonté pour pouvoir accepter. Parce que parfois, une chose qu'on ne veut pas apprendre ou accepter, ces circonstances de la vie, là, ça peut nous enseigner une leçon de la vie qu'on est réticent à apprendre. C'est une tournure que j'ai trouvée à la page 181 et que j'ai aimée. Et également que pour obtenir des bénéfices inattendus
Il faut accepter le prix de ces bénéfices-là. Alors, dans la vie, tout est finalement question d'accepter le prix à payer pour atteindre un certain résultat ou d'accepter d'endurer pour que ça forge chez nous quelque chose de nouveau. J'ai aussi bien apprécié le fait qu'il fallait relativiser et qu'il fallait être reconnaissant. Et c'est là où, en fait, des citations de mes parents, des phrases qui me disaient me remontent à l'esprit. Quand j'étais un peu plus jeune, puis que je me plaignais de mes choses, ma mère me disait, mais est-ce que tu sais que certains rêveraient d'avoir des problèmes? Comment? Oui, le problème que tu as là, quelqu'un qui est encore plus empêtré que toi donnerait beaucoup pour échanger son problème contre le tien. Sois donc reconnaissante de ce que tu as comme souci, puis fais de ton mieux pour passer à travers. Alors, c'est ça qu'il nous faut faire, être humble et souple d'esprit pour reconnaître que des choses peuvent changer. Et on les voit dans la vie de tous les jours. On peut jouer avec des dés, on joue tels qu'ils sont tombés, des pions, des cartes, on joue à partir de ce qu'on a. Et il faut en fait être souple, aller avec le courant et surtout se rappeler que, en fait, aujourd'hui, on veut tout avoir rapidement parce qu'on a comme une culture d'instantanéité avec notre technologie. On peut faire des choses tellement rapidement. On ne se rappelle pas que pour la nature humaine, ce n'est pas la même chose. Parce que connaître et apprivoiser notre part d'ombre, c'est le travail de toute une vie. Et que donc, on ne peut pas gérer les changements comme on gère des petits détails du quotidien. Et face à ces choses qui sont difficiles à accepter, il faut surtout réfléchir à sa robustesse et à sa résilience pour affronter l'avenir. Alors ça, c'était pour le chapitre l'art du consentement. Apprécier le destin, c'est en fait le chapitre qui suit et qui dit que dans les épreuves, on peut trouver un côté qui peut nous revigorer. Il faut en fait, à l'intérieur de ce qui nous arrive, savoir qu'on est aussi libre de forger notre propre destin, qu'on peut prendre des décisions, décider d'adopter une certaine manière de penser qui va nous faire mieux accepter les choses. Ce que j'ai apprécié de ce chapitre-là, c'est que on nous invitait à garder notre gaieté en toutes circonstances et toujours en fait le côté qu'il ne fallait pas perdre de temps à repenser à nos attentes, à ruminer à ce qui ne semblait pas être en notre pouvoir, mais toujours se tourner de l'avant avec le sourire. Et je voudrais terminer ce chapitre-là en donnant en fait ma petite expérience personnelle. En ayant tout perdu au début de ma vie entrepreneuriale, certains qui me connaissent savent tout ce qui m'est arrivé, j'ai retenu que le plus précieux, c'est pas de se victimiser en se disant qu'on est assailli par des circonstances, que tout joue contre nous, mais plutôt que le plus précieux se trouve à l'intérieur de notre esprit, de notre cœur. Ce sont les fondations de notre citadelle intérieure, l'étincelle qu'on a, la vision qu'on nourrit, les valeurs qu'on cultive. Si on les a à l'intérieur de nous, on peut toujours repartir de zéro et tout rebâtir. Et pour finir ce chapitre-là, j'aimerais en fait vous présenter une déclinaison de Amor Fati. Donc ça, c'est la tournure latine pour apprécier le destin, à laquelle on ne va pas souvent penser. Mais j'invite les panélistes et ceux qui nous écoutent à intégrer ça dans leur pensée. Amor Fati signifie aimer son destin. Comment est-ce qu'on fait une chose pareille? C'est aimer ce qu'on a fait de son destin sur cette terre. En vivant vraiment notre vie comme un chef-d'œuvre, faire de notre mieux pour que notre vie soit un chef-d'œuvre, pour que chaque jour compte. Et que si on devait revivre notre vie, on serait tellement enthousiaste, tellement fiers de ce qu'on a bâti, qu'on revivrait la même vie encore et encore. On aimerait le destin qu'on a bâti à force de résilience, à force d'acceptation, à force d'art du consentement, et qu'on revivrait notre vie à l'infini, même en y intégrant les erreurs qu'on a faites. Parce que comme disait Bertrand, ce n'est pas malgré les épreuves, c'est grâce à nos épreuves qu'on devient qui on doit être. Alors je laisse de nouveau la parole à Juliana pour la partie persévérer. Wow, merci Fanta.
Et j'aime beaucoup la phrase, je pense que c'était Hal Urban qui disait « Make your life a masterpiece hein, », fais de ta vie un chef-d'œuvre. Ça, là, cette phrase, elle est puissante. Hein. Fais de ta vie un chef-d'œuvre et ne pas se contenter de peu, là, va courir après tes rêves. C'est quelque chose que, en tout cas, dans notre société, ça serait intéressant si plus de jeunes aimeraient embarquer dans faire de leur vie un chef-d'œuvre, un masterpiece, comme on dit. En tout cas, merci Fanta, vraiment, tu as bien résumé ça, là. Avec moi, j'aime beaucoup hein, les exemples personnels. ça rend ça vivant. Alors, merci beaucoup. Donc, je pense que tout a déjà quasiment été dit, mais il reste deux petites parties que je vais reprendre, que je vais continuer là, mais en gros, là, arrivé à ce stade-ci, on a déjà un peu compris là que c'est ça. Les obstacles sont importants pour nous aider à atteindre nos objectifs et puis à aller vers nos rêves. La partie persévérer, c'est la partie 6 là, de la partie 3, enfin, la sous-partie 6 de cette partie sur la volonté. Il nous donne l'exemple d'Ulysse. Hein. C'est la partie où j'ai appris la différence entre la persistance et la persévérance. Et comme je dis tout à l'heure, pour moi, ces deux-là, ces deux mots-là s'équivalaient. Mais là, j'ai compris que non, ce n'est pas la même chose. Donc, la persistance, c'est quoi? La persistance, c'est un peu régler un problème à court terme. La persistance, c'est s'obstiner et résoudre un problème difficile avec détermination, frapper jusqu'à ce que ça casse. Donc, c'est un peu comme Ulysse, il donne l'exemple d'Ulysse, là, qui voulait rentrer dans Troie, là, et puis qui a creusé, trouvé des façons jusqu'à ce qu'il trouve la technique du cheval de Troie, là, pour rentrer dans la citadelle. Donc, ça, c'était vraiment un gros problème ponctuel qu'il a eu, Ulysse, à régler, là. Il n'a pas arrêté avec détermination jusqu'à ce qu'il règle ce problème ponctuel, là. Mais après avoir réglé un problème, maintenant, c'est le reste de ta vie qui commence. Donc, tu auras encore justement d'autres défis à relever. Donc, Ulysse, après Troie, il y a eu encore 10 ans de tribulation, etc., avant de pouvoir enfin, 10 ans de guerre, avant d'aller pouvoir aller retrouver sa femme et puis sa famille dans sa terre natale. Donc, après Troie, ce qui était où il y avait besoin d'une grosse persistance. Après ça, il a fallu qu'il persévère et qu'il combatte encore qu'il surmonte encore beaucoup d'obstacles avant de pouvoir enfin rentrer chez lui, ce qui était son rêve après 10 ans de guerre, donc de retrouver sa famille et tout ça. Donc, la persistance, c'est comme le sprint et la persévérance, c'est le marathon, donc c'est l'endurance. Donc, la persévérance et l'endurance à long terme, c'est poursuivre un objectif louable, tout essayer, contourner les obstacles, s'ajuster, mais sans jamais abandonner. Donc, tu continues à grimper ta montagne envers et contre tout. Ça, c'est la persévérance. Et ça, par exemple, et moi, bien sûr, mes exemples, ce que je vis, là, c'est avec mes patients, encore une fois, rester en forme et en santé pour la vie. Ça, c'est un exemple de persévérance parce que tu peux te dire pendant 3 mois, pendant 4 mois, je vais être un peu plus persistant pour perdre du poids, donc pour commencer à changer mes habitudes, manger mieux, bouger plus, dormir plus, etc., mieux gérer mon stress. Mais une fois que tu atteins ces objectifs à court terme, il faut que tu aies un objectif à long terme de ne pas reprendre ton poids. Parce que si tu as fait quelque chose, un programme, un régime, peu importe, pendant 3-4 mois, tu perds ton poids, tu atteins ton objectif, mais tu reprends ton poids après, finalement, ça a servi à quoi? Ça devient comme la montagne de Sisyphe, tu montes ton truc et puis ça redescend, tu remontes et puis ça redescend, là, ça devient le yo-yo. Donc, il faut vraiment viser le long terme, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux devenir à long terme. Là, je parle de l'exemple de la santé parce que je dis c'est l'exemple qui me touche le plus, là, mais c'est vraiment c'est la façon dont on devrait voir nos vies, toujours avec cette vision à long terme. Qu'est-ce que je veux devenir à long terme? Comment est-ce que je vois ma santé sur le long terme? Comment est-ce que je vois mes finances sur le long terme? Donc, comment est-ce que je vois ma relation avec mon conjoint sur le long terme? Comment est-ce que je vois mes enfants? Quel genre d'enfants est-ce que je veux produire sur le long terme? Donc, toujours voir loin et persévérer maintenant. Donc, une fois que tu sais ce que tu veux, donc il y a toujours cette phase où il faut commencer par déjà clarifier ce que tu veux, hein, la phase d'écrire tes rêves et puis tes objectifs, d'écrire ça sur papier. Et là, c'est le début de l'année, donc c'est le temps d'écrire vos objectifs et puis vos rêves. Mais par la suite, c'est cette aventure qui commence en direction de vos rêves. Et puis oui, il y aura des obstacles sur le chemin, mais il faut apprendre justement à esquiver, à contourner, à surmonter, à aller en dessous s'il le faut. Mais en tout cas, il faut apprendre à surmonter nos obstacles et à avancer malgré tout
pour devenir cette personne que vous voulez, atteindre cet objectif que vous voulez atteindre. Donc, comme il dit l'auteur, bien plus d'échecs dans le monde sont dus à l'effondrement de la volonté qu'à des événements extérieurs. Lorsque vous poursuivez un objectif, rien ne peut vous arrêter en dehors de la mort. Il faut juste le décider de façon intentionnelle une fois pour toutes. Rendez votre détermination invincible et elle le sera. Voilà. Et il y aura des moments où les choses vont vous dépasser. Donc ça, c'est l'avant-dernière partie de la partie 3. Il y aura des moments où vous serez dépassé. Vous serez dans une situation difficile, très difficile, qui semble vraiment insurmontable. Et là, il donne justement l'exemple de ce pilote de l'armée américaine là, qui est tombé de son avion. C'est ça, son avion est tombé finalement, il s'est fait frapper et puis il savait qu'il allait tomber en territoire ennemi et puis qu'il allait se faire prisonnier, donc qu'il allait être prisonnier pendant des années. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Et comme il était un officier quand même de rang supérieur, il savait qu'il allait vivre des moments difficiles et c'est ce qui est arrivé. Mais quand vous êtes dans ces situations-là où l'épreuve est plus dure encore que les autres et que c'est vraiment difficile, le genre d'épreuve là, un peu comme disait Fanta, là, quand tu touches le fond, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, quand ça arrive, tu dois te poser la question. Si je n'arrive pas à résoudre ce problème pour moi, comment est-ce que je pourrais l'arranger pour les autres? Comment est-ce que je pourrais arranger les choses pour les autres? Comment est-ce que je peux faire pour qu'une autre personne puisse bénéficier de cette situation? Donc, si ce n'est pas pour moi, alors je vais le faire pour ma famille, pour mes employés, pour les gens qui pourraient un jour se retrouver dans la même situation. Donc, ce qui n'aide personne, c'est d'en faire un problème personnel. Il faut plutôt apprendre à se dire, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Non, ce qui n'aide pas, c'est de se dire, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Ce que l'auteur nous rappelle, c'est que nous ne sommes pas le nombril du monde. Il nous dit d'être moins égoïste et puis nous appartenons à un vaste monde. Donc, il faut apprendre à s'enlever de l'équation. C'est ça la solution. En fait, quand on touche le fond, qu'est-ce qu'on fait? On s'enlève de l'équation et on pense aux autres. Et ça peut avoir un aspect spirituel. Hein? Ça le pourrait et ça l'a d'ailleurs. C'est vraiment ça. Tu arrêtes de penser à toi et puis tu penses aux autres et c'est comme ça que tu vas résoudre ton problème finalement. Donc, pensons aux autres, pensons comment est-ce qu'on peut contribuer, comment est-ce qu'on peut aider les autres. C'est comme ça que nous allons être heureux. Et c'est ce que ce pilote-là d'avion a fait d'ailleurs pendant les quelques années qu'il a passé en tant que prisonnier de guerre là, de l'ennemi. Là, il a plutôt passé ces années-là à aider le moral de ses coéquipiers parce qu'il y avait d'autres prisonniers américains. Il a aidé les autres. Donc, il a transformé ces moments difficiles en quelque chose de bien et de positif et une occasion de contribuer. Et c'est ça qui a fait qu'il a bien passé finalement, puisqu'il ne pense plus à lui. Quand tu penses aux autres, en fait, tu ne penses plus à toi, il y a tes petits problèmes. Donc, c'est ça la beauté de donner, de donner. Quand tu donnes, tu reçois. Voilà, donc, comme il dit, enlevons-nous de l'équation, pensons à aider les autres, à contribuer, et nous n'en serons que plus heureux. Donc, voici le dernier, son paragraphe là, que j'aime beaucoup, je vais le lire un peu. Il a dit, arrêtez de vous faire du mal en ne pensant qu'à vous. Arrêtez de placer « je » devant les événements. J'ai fait ceci, j'ai été malade, j'ai eu cela, je mérite mieux. Ce n'est pas étonnant que vous viviez mal les échecs, que vous vous sentiez seul. Vous avez exagéré votre rôle et votre importance. Pensez plutôt unité. Unité. On est tous dans la même galère. Donc voilà. Ces mots sont un peu durs, je trouve, mais ça nous aide à changer un peu de perspective et puis penser à autrui plutôt que penser à nous-mêmes. Et c'est ça qui va nous aider à avancer finalement. Donc, Fanta, je te laisse continuer avec la partie sur la finitude. Méditons sur notre finitude. Oui, alors il nous reste 5 minutes. Je vais tenter de faire le meilleur usage de notre temps pour le résumé de ce dernier chapitre-là. Mm-hmm. Alors ça, c'est un chapitre qui nous invite à faire une introspection profonde sur le caractère bref et aléatoire de la vie. Et ça, c'est pour qu'on puisse apporter à notre existence une valeur ajoutée maximale. Comment est-ce qu'on peut donner plus de vie à la vie ou faire naître un nouveau nous? C'est lorsque des difficultés, en fait, qui nous font passer proche de la mort ou
juste une réflexion sans presque mourir, là. Juste une réflexion sur comment la vie peut se terminer rapidement. Ça peut nous aider en fait à décupler plusieurs qualités, atouts, comme l'énergie, la curiosité, l'inspiration, et même à développer une relation ludique avec son existence. Plus simplement dit, en fait, parce qu'on sait qu'on va bientôt mourir, on fait de notre mieux et on a du fun avec notre vie. C'est un bel exemple que celui qui nous est donné ici, celui de Michel de Montaigne, qui a failli mourir à la suite d'une chute de cheval. Et le fait d'être passé aussi près de la mort, ça lui a donné un boost incroyable. Il est devenu un écrivain célèbre, le plus célèbre d'Europe. Il a rédigé plusieurs livres à succès. Il a été maire 2 fois. Il a voyagé dans le monde entier. En fait, ce que l'imminence de notre mort doit nous rappeler, c'est que le temps est précieux. Ça doit faire naître un sentiment d'urgence, à savoir que on ne sait pas quand on va partir, on sait juste qu'à un moment donné, on va terminer notre parcours sur cette terre-là. Il nous faut accepter que la mort est universelle et qu'elle est inéluctable. Et en même temps, comme d'habitude, je vais avec ma petite anecdote personnelle, il faut revoir notre rapport à la mort pour mieux la vivre quand elle nous frappe. Moi, j'aime penser en termes d'héritage. Quel héritage me laisse quelqu'un que j'aimais et qui s'en va? Ou la personne peut mourir en partant de notre vie parce que son heure vient, ou la personne peut mourir parce que malheureusement une relation se rompt. Alors quel héritage, quel patrimoine de valeur est-ce que la personne qui s'en va me laisse? Et moi, qu'est-ce que je vais vouloir laisser une fois que j'aurai quitté cette terre? Et c'est un chapitre qui nous aide à voir que quand on pense comme ça, on ne peut pas se permettre d'être nonchalant. Pourquoi? Parce que c'est urgent qu'on fasse les choses et qu'on les fasse bien. Une tournure qui m'a bien frappée à la page 208, c'est on est tous diagnostiqués en phase terminale. Chaque seconde qui passe amenuise les chances qu'on sera toujours en vie demain. Quelque chose se prépare et on ne pourra pas l'arrêter. Soyez prêts quand ce jour viendra. Une belle pensée aussi à la page 209. La mort est l'obstacle le plus universel. C'est celui contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Au mieux, on peut espérer la retarder, mais on finira quand même par y passer. Nous pouvons apprendre à composer avec la mort, cette dernière finalité de la vie, et y trouver un certain soulagement en comprenant qu'il ne reste rien de plus difficile. Quand bien même notre propre mort aurait un avantage, comment osez-vous dire que vous ne trouvez aucune valeur dans toutes les sortes d'obstacles que vous rencontrez? Alors ça, c'est vraiment une conclusion magistrale à ce beau chapitre-là. Il y en a un dernier, préparez-vous à recommencer, qu'on avait prévu, Juliana et moi, en fait, comme co-animer avec les mots de la fin. Il est 4 heures, avons-nous quelques minutes pour le faire? Tu es sur mute, Juliana? Oui, il est court, hein, ce petit dernier-là. Au Oui, fond, très, très court. ce que moi j'ai retenu là très rapidement de cette toute dernière partie, c'est apprenons à accepter une fois pour toutes que la vie est faite d'épreuves. Hein. La vie, elle est faite d'épreuves. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il faut tout simplement apprendre à l'accepter. Et comme le dit le fameux proverbe haïtien, derrière les montagnes, il y a des montagnes. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Derrière les montagnes, il y a des montagnes. Donc, derrière un obstacle, il y a un obstacle. Donc, dès que tu arrives au sommet, ben, il faut être prêt à aller surmonter une autre montagne. Donc, retroussons-nous les manches et apprenons à surmonter ou contourner toutes les montagnes qui vont se dresser sur notre chemin et avec détermination et résolution, avançons sans crainte vers nos objectifs de santé, de succès et de bonheur. Vas-y, Fanta. Oui, c'est une très, très belle conclusion, Juliana. Moi, j'ajouterais juste en fait que les derniers mots que j'ai lus dans ce chapitre, préparez-vous à recommencer, c'est vraiment en fait en droite résonance avec ce que j'ai vécu. La vie est un processus au cours duquel il faut passer à travers une série d'obstacles. C'est comme des lignes fortifiées. Le paradis est un mythe. On ne surmonte pas un chemin pour entrer dans un monde où il n'y en a plus.
il est important de reconnaître que la vie, c'est un marathon, que ce n'est pas un sprint. Mm. Économisez votre énergie, vous connaîtrez bien des batailles. Alors, profitez-en pour rendre la bataille suivante plus facile. Mais surtout, relativisez-les toutes. J'ai grandi avec la pensée très jeune que mon père m'a donnée. La vie est un combat. Ici, on ajoute, la vie est un combat éternel. Mes épreuves m'ont appris à relativiser et je dirais qu'aujourd'hui, à la place d'être un combat, je définirais la vie comme une aventure. Et les derniers mots de ce livre-là, dans la section « Préparez-vous à recommencer », c'est ce que je voudrais graver dans mon esprit. Jamais ébranlé, jamais affolé, toujours créatif dans l'action et toujours réfléchi. On ne tente pas l'impossible, mais tout ce qui est à la limite du possible. On retourne les obstacles que la vie place devant nous en nous améliorant malgré eux, grâce à eux, comme Bertrand disait. Du coup, l'effroi disparaît, l'excitation et la gaieté prennent le dessus. On attend le prochain round avec impatience. On attend le prochain book club avec impatience également. Ça a été un grand plaisir d'animer cette partie-là avec Juliana. Merci beaucoup pour ton excellente animation. Merci à tous les panélistes, vous avez été extraordinaires. Merci Fanta, bravo. Bravo à tous. Hein. C'était super. J'adore ces book clubs. Ça nous fait grandir. Hein. Ça nous fait ramer un peu là parce qu'on est tous occupés. Hein. On est tous occupés. Des fois, on se dit, je vais encore me rajouter du travail, mais on va garder ça parce que ça nous oblige à lire et puis on ne peut pas perdre, on ne peut que gagner. Donc, Fanta, ça a été magistral. Merci, bravo. Aurore, Stevia, Bertrand, Sam, vous avez été magistraux. C'est incroyable le panel qu'on forme là. C'est le cercle des grands esprits. Yes, yes. Alors, continuons à être des lumières et puis à donner la lumière, la piqûre de la lecture. Et puis, Sam, tu peux nous remontrer le prochain livre là et nous as-tu dit pourquoi est-ce que tu nous l'as conseillé là? Donc, rendez-vous le 30 avril, hein, prochain book club, 30 avril à 14h. On va distribuer tous ceux qui veulent participer. On va mettre les chapitres là, de panélistes dans le groupe là. Et puis, tout le monde qui veut participer, vous pouvez participer. Écrivez-nous. C'est ouvert à tout le monde. Vas-y, Sam. Super. Donc, l'Olympien au bureau. En fait, en 2022, j'ai eu 2 conférences avec Jean-François Ménard auxquelles j'ai assisté. Je l'ai découvert donc début de l'année 2022, conférence virtuelle. Puis, au mois de juillet à l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe, en présentiel à Québec. Une personne formidable. En fait, lui, c'est un coach de mindset pour les athlètes olympiques. Donc, il suit les athlètes olympiques au niveau de l'équipe canadienne. Puis, son livre, dans le fond, c'est la préparation mentale des grands athlètes transposés au monde du travail. Mais c'est ça, dans le fond, dans ce livre-là, il y a plein de trucs que vous allez voir, des questions de perspective, tout ce qui est mindset, en fait, vraiment. Il parle vraiment de l'Olympien au bureau, mais ça va au-delà de ça. Vraiment, c'est des tactiques, en fait, des trucs qui nous donnent qu'on peut appliquer, en fait, dans notre vie de tous les jours. Donc, un livre que je n'ai pas encore lu, j'ai lu l'introduction, là, mais je n'ai pas encore lu au complet, mais en connaissant Jean-François Ménard, puis dans le fond, sa créativité aussi, la manière qu'il apporte le tout, super dynamique. Ça va être un livre super intéressant à partager ensemble. Mais j'ai vu dans le dernier chapitre il parle de Sisu, S-I-S-U. Connais-tu ce mot? Non, je pense que d'après moi, je pense que c'est japonais. J'ai l'impression que c'est japonais, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce mot. Hein? C'est ce que je pensais, développer son Sisu. Oui, Sisu, S-I-S-U. Bref, on aura le temps de découvrir tout ça d'ici le 30 avril. Oui. C'est peut-être un acronyme aussi, je ne sais pas. Ouais, mais ça va être à découvrir au mois d'avril. On va pouvoir s'en parler. On va pouvoir dire c'est quoi le Sisu. Le Sisu. Ouais, ça sonne un peu comme Sisulu. En tout cas, bref, Sisulu. alors. Ouais, c'est pour ça que je pensais que c'était africain. En tout cas, avec les chats. En tout cas, bref. C'est l'intrigue. C'est l'intrigue. C'est l'intrigue de la fin. Alors, je dis bye tout le monde. Bonne soirée, bon dimanche et rendez-vous le 30 avril. Merci encore. Merci à vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bonne fin d'après-midi.
Bye. Bye bye. Au revoir, merci.